Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur la chaîne de la Horde Sauvage, podcast cinéma. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de notre émission sur l'anticipation, où aujourd'hui on va voir Strange Days et Metropolis, le film d'animation des années 2000. Voilà. Metropolis sera présenté par Quentin en seconde partie d'émission. Oui. Bonjour Quentin. Bonjour à tous. Mais en première partie, on va parler de Strange Day de Catherine Bigelow, qui sera présentée par mon ami de chauffeuse Bertrand. Bonsoir. Oui. Pour nous accompagner, j'ai en face de moi notre éminent professionnel du cinéma de Stanley Cucu pour les intimes, en la personne de David. Oui, bonsoir. Kubrick, je précise, parce que ceux qui n'ont pas écouté l'émission précédente, c'est pas gagné. Merci, voilà. Et je vais me délecter d'avance des présentations de mes deux copains. Bien évidemment, avant toute chose, je tiens à vous préciser qu'on va spoiler à fond les deux films qu'on va chroniquer, enfin que mes collègues vont chroniquer. Disons qu'on en prend largement le risque, oui, voilà. Exactement. Bah, oui, c'est quasi évident. Des fois, on spoil moins, mais il y a des fois où c'est vraiment nécessaire. En tout cas, on se l'autorise. Voilà. L'autorisation est lancée et on va pouvoir lancer par la même occasion la première chronique de Strange Day par Bertrand. Salut, ici Lenny. Vous avez une idée en tête ? À l'aube du 21e siècle, un ancien flic, Lenny Nero, fait commerce d'expérience vécue par d'autres. C'est plutôt tout ce qui est interdit, le fruit défendu. Je vous brancherai sur le standard des fantasmes qui vous hantent. Mais ce soir-là, dans une ville au bord du chaos, Lenny est court-circuité par un assassin. Eh ben oui, alors je vais me permettre, si vous le voulez bien, un petit rappel d'un truc qui avait été dit à la première émission, à savoir une petite définition simple de ce qu'est l'anticipation, parce que je trouve que cette définition est plutôt pas mal. Et dites donc œuvre d'anticipation quelque chose qui évoque, qui invente ou qui imagine des réalités supposées de l'avenir. Point. Alors je dirais qu'avec une telle définition, et on l'a vu précédemment d'ailleurs, le point d'origine temporel est un élément crucial de la narration à venir. Et c'est celle qui va déterminer sa pertinence, sa plausibilité plus ou moins, et avec le recul, sa durabilité dans le temps, en tant qu'œuvre. Alors ici, on va aller se promener dans les sombres années 90, époque où tout le monde était triste, chevelu et vêtu de haillons. Voilà, je dis ça pour un petit peu, pour éventuellement désamorcer les tentatives de nostalgie mal placées. Voilà, comme ça c'est fait. Ah oui, donc d'abord les années 80, maintenant les années 90. Oui, mais il y a de la nostalgie pour tout de nos jours, mon pauvre déboulonner les décennies les unes après les autres. Oui, voilà. De toute façon, rien n'est jamais bien. Mais si, mais non. Mais c'était mieux avant. C'était pas mieux avant et vivement après. Ouais, voilà. Non, bon, blague à part. Donc, Strange Days. Onde de choc pour les amateurs de subtilité propre au Canada francophone. Oh, j'aime toujours quand tu fais ça. Donc, c'est un film sorti en 1995 et réalisé par Catherine Bigelow. Mettant en scène dans les rôles principaux, on va partir sur Ralph Fiennes, sachant que lui aurait tendance à plutôt dire Ray Fiennes. J'ai vu des vidéos où il explique comment on prononce son nom, donc voilà. Nous, si on a envie de le prononcer autrement. Voilà. En français, il s'agit de Ralph Fiennes. Ralph Fiennes, voilà. Fiennes, oui. Donc, qui interprète le rôle de Lenny. Angela Bassett, qui joue le rôle de Mace, Juliette Lewis, qui joue le rôle de Faith, et Tom Sizemore, qui interprète Max. Et qui est basé sur un script développé initialement par James Cameron, au mi-temps des années 80, et retravaillé et finalisé par Jay Cox. Alors pour faire un point pitch tout de suite, qui va se limiter au strict nécessaire, je vous rassure, parce que le truc est quand même un peu dense. Alors donc, à la toute fin du siècle dernier, ça fait quand même bizarre de se dire ça, le 20e siècle, nous suivons Lenny Nero, ancien policier reconverti en dealer de clips. Le clip, ça se présente sous forme de petits disques contenant des enregistrements d'expériences vécues, prises directement au cerveau par l'apport d'un dispositif appelé Squid. Tout en tentant de maintenir son commerce, entre guillemets, forcément illégal, il vit bloqué dans le souvenir de sa relation passée avec Faith, une chanteuse, qui s'affiche désormais avec un personnage sinistre dirigeant un gros label musical. Alors quand une prostituée, amie de Lenny, qui s'appelle Iris, tente de reprendre contact avec lui, son destin va basculer, comme on dit dans tous les bons résumés. Voilà pour le point pitch.
Alors je vous disais dense, parce que je crois que le terme n'est pas excessif ici, car entre les intrigues entremêlées, le contexte extérieur très complexe, politiquement et socialement, les intentions très fermes et très marquées de Bigelow d'une part et de James Cameron d'autre part, combinées avec une ambition formelle affichée et puis luxueuse, on va dire ça, on peut dire qu'il y a du matos. Alors revenons vite fait au commencement. Catherine Bigelow, c'est d'abord une carrière atypique. Je veux dire à date. D'abord engagée à fond dans les milieux plus ou moins arty, anards, gaucho-culturels, tendance beaux-arts appliqués, on va dire. Elle étudie la peinture, qui elle élargit d'ailleurs assez vite à d'autres formes d'expression artistique, ainsi que la théorie du cinéma et l'écriture en règle générale. Ses profs ici sont notamment la romancière Susan Sontag et Milos Forman. Ah oui. Voilà. Alors après avoir réalisé un court-métrage, puis un long, en co-réalisation avec un autre de ses acolytes, qui sont très très influencés par ce background, elle tourne ses 3 premiers films professionnels entre 1987 et 1991, à savoir, dans l'ordre chronologique, Near Dark, aux frontières de l'aube, Blue Steel, avec Jamie Lee Curtis, et bien évidemment Point Break, avec l'ami James Cameron, enfin c'était plus qu'un ami à l'époque, à titre de producteur exécutif. Alors le James Cameron, je vais pas m'éterniser sur ce dernier, je crois qu'il se trouve à bien une occasion pour notre aimable rédaction de revenir en détail sur sa carrière, j'espère en tout cas. C'est prévu. Ah oui, tout au plus peut-on estimer que l'aspect romantique qui traverse tout le film est plus ou moins de son fait, ainsi que la dramaturgie délibérément orientée vers le film noir. Ça, c'est un élément qui était déjà présent dans son premier traitement, qui était intitulé d'ailleurs de mémoire de Magic Man, qui est le surnom que se donne Lenny tout au long du film. Voilà. Donc il y a une résurgence de ça. Il a participé à l'aventure également comme producteur via la société Lightstorm Entertainment, qui a en outre participé à l'élaboration de la caméra qui est utilisée pour les vidéos subjectives du Squid, qui est un dispositif un peu spécial apparemment qui a nécessité plusieurs mois de travail. Et enfin, il est aussi associé officieusement au montage. Alors, pour compléter le contexte, il faut savoir que le film baigne dans l'ambiance très particulière de cette première moitié des années 90, qui bizarrement trouve également un écho assez particulier dans les années qui ont suivi. Alors, je m'explique. Ici, la veille de l'an 2000, 2K, comme ils disent, est une extension du Los Angeles des émeutes ayant suivi l'affaire Rodney King, à savoir l'arrestation particulièrement brutale de cet automobiliste noir, peut-être un peu revêche, mais bon, par des policiers blancs, et le tout ayant été filmé à leur insu, et surtout leur libération à ces policiers après un procès particulièrement orienté. Je sais pas, j'avais 13-14 ans à l'époque, et même d'ici, ça se voyait que ça puait c'était débectant au possible, cette histoire-là. Et vraiment, la mise en scène très crue par moments du film, c'est un renvoi direct au ressenti et à la réalité de ces événements-là. Les engins blindés, les barricades, les trucs qui brûlent dans tous les coins, voilà, c'est vraiment l'image qu'on en avait. Alors, pardon, excusez-moi. Dans le film, donc, cet aspect-là prend une tournure d'autant plus tragique que l'événement central est l'assassinat du rappeur Jericho One, qui est interprété par Glenn Plummer, que moi je me rappelais même plus que c'était lui, qui est plutôt habitué au rôle comique, si je me rappelle bien, ce type-là. Alors peut-être, mémoire, oui. peut-être pas dans, pas mal à l'époque, dans Showgirls, mais je crois qu'il joue dans Showgirls aussi. Oui, il a un rôle assez, oui, c'est lui. Il a un rôle assez secondaire, mais il a un rôle neutre, on va dire, voilà, dans Showgirls, mais plutôt cool par contre. Donc ce rappeur qui est abattu lors d'une arrestation routière et dont la portée est immense puisque l'homme avait déjà à ce stade de l'histoire dépassé le stade simplement d'artiste et prenait position ouvertement sur les questions politiques. Et je disais qu'il y avait un renvoi aux années suivantes parce qu'on peut pas voir de nos jours ce film-là sans penser aux assassinats successifs de Tupac et de Notorious Big. Alors qui n'était pas a priori des choses liées à la violence étatique, puisque c'était plutôt des histoires de gangs, mais et de labels musicaux,
Mais voilà, enfin, j'ai pas le détail de toutes les enquêtes. Si vous avez l'occasion d'aller jeter un œil là-dessus, ça peut être intéressant. Donc, la scène d'assassinat vue par le prisme du Squid est d'ailleurs assez glaçante par son réalisme et puis la brutalité dont il est question ici. Ce n'est d'ailleurs pas la seule séquence Squid qui soit marquante, je pense. À mon avis, la plus dérangeante reste celle du viol du personnage d'Iris et de sa mise à mort par la suite. Et là, il me semble que Bigelow touche directement du doigt la perversité infinie que l'outil tel qu'il nous est présenté peut receler. Mais si on peut effectivement dire qu'au-delà de ces deux scènes, le film baigne quasiment en permanence dans la violence, elle n'est pas gratuite. Un peu à l'image de ce qu'on disait précédemment sur Orange Mécanique. Hein. Voilà, il y a une interrogation derrière tout ça. Et on est d'ailleurs confronté à des problématiques qui sont plus essentielles, à savoir son origine, ce qu'elle est censée véhiculer, ce qu'elle dit de celui ou celle qui l'exerce, autant que sur celui ou celle qui la reçoit. Voilà, il y a un commentaire qui est fait sur la violence dans ce film-là, et qui est a priori... Alors j'ai pas vu le film, hein, mais j'ai lu plusieurs choses à son sujet sur le premier court-métrage qu'elle a réalisé, qui s'appelait The Setup, je crois, qui doit dater de 78, où il était question de deux types filmés en train de se taper sur la gueule pendant que deux philosophes commentent ce qui se passe. Ok. Voilà. Avec les deux acteurs ayant pour consigne de se mettre vraiment sur la gueule, vraiment. Et ils ont fini tous les deux à l'hôpital. Acteur studio. La violence est donc là vraiment depuis le début chez mais elle. C'est marrant, c'est un truc enfin, on y reviendra sûrement ce truc là, mais voilà. C'est impressionnant. Hein. Voilà, j'ai pas vu les 3 films que j'ai cités, les 3 films précédents, j'ai pas vu, j'en avais vu aucun. J'ai pas vu Pour Point avoir Break. vu l'essentiel de sa filmo, Voilà. c'est pas des films légers, hein. Enfin, voilà. De ce point de vue-là. Bah là, voilà, tu pourras peut-être nous en dire un peu plus à ce niveau-là, mon cher David, parce que la violence n'est pas gratuite, certes, mais elle est pas cathartique non plus. Ça, c'est le twist, je trouve. Il y a aucune espèce de jubilation dans tout ça, en fait. C'est montré froidement, cliniquement. Et ça renforce d'ailleurs le réalisme de l'ensemble. Mais également, cette espèce, c'est évidente même, sensation de tristesse qui ne cesse de vouloir envahir notre expérience de spectateur. Je sais pas si vous l'avez ressenti comme ça. Je saurais pas dire ça précisément, mais il y a des points que j'allais évoquer dans mon analyse plus tard, donc Ouais. mais je vois ce que tu veux dire, si tu veux. Au moins je te suis. Alors donc oui, je parle bien d'expérience, hein, parce que c'est un film qui est extrêmement percutant, mais d'un point de vue sensitif. Et voilà, ça c'est, je dirais, entre un scénario qui aurait tendance à mettre vite des nœuds au cerveau, des acteurs qui sont d'une justesse folle, je trouve. J'attribue d'office le pompon d'or à Angela Bassett d'ailleurs à ce titre, hein, mais ce n'est que mon humble opinion. Le tout servi par une direction artistique terriblement pertinente, où tout n'est que déliquescence, voilà, les trucs qui brûlent, je le disais tout à l'heure. La musique de Graham Revel, qui malgré des tonalités tournées un petit peu vers l'ailleurs, quelque chose d'exotique comme ça, ce serait même quasiment une ouverture vers un extérieur possiblement moins glauque que ce qui nous est montré. Pour tout dire, même il y a l'invention qui émane de la mise en scène. Tout ça, c'est virevoltant, il y a des séquences aussi flippantes que malaisantes, il y a un très haut niveau de technicité. Des ralentis, des machins, voilà, j'en passe et des meilleurs. L'expérience, elle pourrait être traumatisante en fin de compte. Et là, j'aimerais quand même détailler un point en particulier, c'est que la sensation de la lente désagrégation de tout, ça fait aussi partie de l'essence, du contour, du cadre dans lequel s'inscrit tout ça en fait. Alors je me moquais gentiment de la possibilité d'un excès de nostalgie pour les années 90, mais force est de constater que ce film en est finalement la quintessence de ce visuel, de ce qu'il y avait à l'époque, autant donc oui visuellement que musicalement. Car le film est extrêmement musical, ça aura échappé à personne. Et non pas à toi, puisque c'est un film que tu aimes bien. Voilà. Et ça, c'est vraiment un des gros marqueurs de ce temps-là. Alors, on a l'imagerie grunge, alternatif, autant au niveau hip-hop que rock, hein. C'est vraiment vers ça qu'on va. Le côté revendicatif, et même quelque chose qui pourrait s'apparenter à un début d'Indus, hein, en fin de compte, dans les trucs très martiaux. Oui. Voilà. C'est aussi à cette époque-là qu'ont réémergé les grands aînés qui avaient été un petit peu effacés du
du chant de ce que les gens écoutaient. Les Led Zeppelin, sur les choses là, ça a réémergé dans les années 90 parce que tout ce qui était rock se réclamait de ces mecs-là. Ou même les Doors, qui ont sympathiquement prêté le titre d'un de leurs albums au film, Strange Days, qui est donc un album des Doors. Ici, on retrouve des noms comme Tricky, Leonard Cohen, les Doors, je le disais, PJ Harvey, par le biais de Juliette Lewis, parce que ce sont des chansons de PJ Harvey qu'elle chante, vu que c'est elle qui chante, vu qu'elle est chanteuse elle aussi. Le groupe Skunk Anansi, ou même Peter Gabriel, encore. Comme quoi, il est partout. C'est bien une de tes marottes, hein. Mais alors tous ils ont en commun quand même une liberté d'expression et une espèce d'appétit pour la subversion, bien au-delà de beaucoup de leurs contemporains, tout en ayant d'ailleurs une visibilité tout à fait mainstream et une notoriété même importante pour certains d'entre eux. Alors pour ce qui est du visuel, on navigue dans un univers fini, je trouve, où la destruction est partout, dans les décors, mais même dans les habitats qui semblent intacts. Il y a quelque chose qui est en train de se désunir, qui est en train de tomber un peu en lambeaux. La destruction est vraiment partout, dans les décors et aussi dans les personnages, qui sont assez proches de figurer des éléments qui se rapprocheraient du post-apo en fin de compte. Oui, c'est très vrai. Il y a les hommes de main du grand méchant. On pourrait trouver ce genre de physionomie-là dans des films australiens, par exemple, ce genre de choses-là. Le film se déroule 5 ans plus tard par rapport à l'époque de sa sortie. Oui. Et ça a pas été 5 belles années, quoi, de toute évidence. Non, il s'est passé des trucs. Mais c'est pas trop lointain. On n'est pas dans le post-apo parce qu'il n'y a pas encore eu d'apocalypse. Voilà. Mais on est en en pré-post-apo. Voilà. C'est un film pré-post-apo. Et on est en cyberpunk aussi, hein. Oui. C'est le genre cyberpunk, c'est un beau représentant, Strange Days. Déjà, le côté technologique de l'outil Squid, ça renvoie un peu à ça, sachant que c'est un truc qui est vraiment, il le dit, c'est sans fil, c'est vraiment un truc qui se branche sur les ondes cérébrales. On a vraiment cette espèce de grand step technologique qui est déjà avéré d'ailleurs à ce moment-là. Et donc au milieu de tout ça, de ce truc un petit peu de destruction, la cerise sur le gâteau, on a l'icône des grands méchants type rock alternatif, Michael Wincott. Je voulais quand même que je le mentionne, ce type-là. Tu l'aurais pas fait, je l'aurais fait. Voilà, qui effectue ici une de ses prestations les plus mémorables, sachant qu'il était quand même abonné à ce genre de choses, hein, que ce soit dans The Crow, même dans le Robin des Bois finalement de Kevin Reynolds, il est un peu... C'est pas le plus taré, parce qu'il y a quand même Alan Rickman. Oui, mais parce qu'il y a Alan Rickman. C'est pas le plus taré, mais bon... S'il y avait pas Alan Rickman, c'était lui qui remportait Clairement. la timbale, il y a pas de souci. Cette espèce de figure complètement dans une espèce de laisser-aller, mais malgré tout disposant d'un pouvoir immense, il était souvent recherché pour ça, ce type-là, avec la gueule en plus qu'il a bien. Il pouvait pas jouer les jeunes premiers, lui. Hein. Non, malheureusement, peut-être que ça lui aurait plu. Peut-être. Je dirais même que finalement, le Strange Days, c'est un peu la synthèse de ce pourquoi on le connaît, quoi. Alors, puisqu'on parle des acteurs, tiens, on va faire un petit point rapide sur les forces en présence. Ralph Fiennes, qui lui sort donc à ce moment-là de la liste de Schindler, où il a un rôle qui est quand même important. Sympathique. Tout à fait. Il aime la musique classique, voilà, papa. Hein. Ah, un petit lien avec Orange Mécanique. Personnage agréable qui aime bien la belle musique. Voilà. Mais qui à ce moment-là n'a pas encore reçu la vraie reconnaissance, qui n'interviendra que finalement l'année suivante avec Le Patient anglais de Minghella. Ouais. Et qui lui a priori n'était pas du tout le premier choix pour ce rôle. Alors dans ce que j'ai pu lire, le nom qui revient en premier et le plus fréquemment, c'est Andy Garcia. Ah ouais. Voilà. Alors il y a toute une liste, c'est listé sur, je crois sur Wikipédia ou IMDb, je sais plus, tous les gens qui ont été pressentis. Que ce soit avéré ou non, parce que voilà, peut-être qu'ils ont juste passé les essais, peut-être que c'est juste une idée, voilà. Mais donc, Ralph Fiennes, c'était pas le premier choix, mais je trouve qu'il s'en sort bien. Voilà. Alors, je le trouve beau dans le film. Ouais. Moi, je trouve qu'il est beau. Il a une gueule. Ralph Fiennes là-dedans, il est en jette, quoi. C'est vraiment, enfin, c'est un acteur que j'aime bien au demeurant de toute façon, mais putain, je le trouve vraiment beau dans Strange Days. Alors si par hasard il y a des gens qui nous écoutent et qui n'ont pas vu le film
et qui voit pas trop de qui il s'agit parce que le nom est pas forcément, il parle pas forcément à tant de gens que ça. Ah oui, si on peut vers le grand rôle qui le fait connaître au monde entier, c'est celui de Lord Voldemort. Ouais, alors sachant que c'est quand même pas évident de le reconnaître dans le rôle de Voldemort. Ah bah oui, non mais c'est bien son visage, c'est bien son visage, mais ah c'est son visage, y a pas de souci. Mais enfin bon, quelqu'un qui c'est qui? Ouais, je vais voir Voldemort. Ah putain, c'est cette gueule-là, bah, je vois toujours pas qui c'est. Oui. C'est, tu vois, c'est. Mais c'est vrai qu'être une vingtaine d'années auparavant, oui, on avait du mal à le reconnaître, oui. Mais... Ouais, voilà. Enfin bon, c'est. Et avec des cheveux et tout. On le voit dans le dernier cycle James Bond avec Daniel Craig. Bon, oui. Là c'est peut-être un peu plus facile. Aussi, il a un des rôles dans le troisième Kingsman. Kingsman. Dans le troisième Kingsman, voilà. Bon. Alors, il a pris quelques années, mais Faites une recherche, Ralph. Alors Fiennes, c'est F-I-E-2-N-E-S. c'est ça. Fiennes, et vous verrez sa tête, vous ferez ah oui, c'est lui. Voilà. Et voilà. Bref. Et donc il nous fait une très belle prestation de dandy décadent qui subit largement les événements, tout en tentant de se maintenir malgré cette tristesse qu'il ronge. Et il a, je trouve, une manière de rendre le flot des sentiments contradictoires extrêmement accessible. Voilà. Et de fait, il déclenche pas mal d'empathie. Tu vois, tu parlais d'empathie tout à l'heure pour, il y a 3 semaines, pour le personnage d'Alex dans Orange Mécanique. Là, je trouve que ça fonctionne très très bien. Ouais. Même si, de fait, il a des comportements qui sont pas toujours acceptable. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un anti-héros. Bah complètement, Parce oui. c'est quand même, il a un côté, c'est un peu une brêle. Oui. Il fait quand même pas toujours ce qu'il faut, c'est quand même le moins qu'on puisse dire, puis sur plusieurs plans. Oui. Moi j'aime bien ça, parce que il est beau, je l'ai dit il y a 2 minutes, mais c'est qu'en même temps, il a un bon côté, par moment bon à rien, anti-héros, pas des merdes, voilà. Et heureusement qu'il est pas trop mal entouré. Enfin, j'aime bien cet aspect-là. Voilà, donc c'est vraiment le personnage que, même si on sent de l'empathie, il faut parfois garder une distance prudente. Voilà. En face de lui, donc on a, pour moi, je pense, je suis pas certain d'être le seul à penser ça, mais la vraie force, c'est la présence d'Angela Bassett, qui donc joue le personnage de Mace. Qui est garde du corps, chauffeuse de limousine, très très bonne amie du personnage de Lenny, amie et on comprend assez vite qu'il y aurait quelque chose de il y a eu quelque chose entre eux avant. Voilà. Ça on l'a compris, c'est fini. Et bon, par contre, tout n'est peut-être pas. Enfin, c'est fini. Ouais. D'ailleurs, je viens de dire c'est fini. Non. Peut-être qu'il y a autre chose. Voilà, elle est toujours il y a un amour qui transpire de chacun de ses gestes, même quand elle lui colle des beignes. Voilà, c'est avec amour. Ouais. Oui, c'est typiquement le genre de relation où elle n'arrive pas trop à se détacher de quelqu'un, ou quelqu'un, lui aussi d'ailleurs a du mal à se détacher de la personne. Il y a un échange comme ça entre les deux personnages. Mais genre, elle souffre du fait que lui, il arrive pas Elle souffre de le voir souffrir, oui. Oui, voilà, elle souffre de le voir souffrir. Mais c'était un des défis, apparemment, au niveau de l'écriture, c'était d'arriver à faire en sorte qu'une femme amoureuse d'un mec fasse en sorte d'aider sa rivale. C'est pas commun comme manière d'appréhender un triangle amoureux, je trouve. C'est vrai. Voilà. Donc, alors, Angela Bassett, qu'on a vu chez Spike Lee, John Singleton ou John Sayles, et qui sortait plus ou moins auréolé de son rôle dans le biopic sur Tina Turner. Voilà, et puis quelques autres films qui sont sortis dans l'intervalle où elle avait le premier rôle, ou des rôles importants en tout cas. Voilà, Mace, c'est quand même un personnage super costaud, mais pas tant. Parfois dur, mais pas tant. Et voilà, et la retranscription de ses sentiments contradictoires, elle aussi, envers Lenny, c'est particulièrement émouvant. Alors j'ai en tête, alors il y a 2 scènes qui m'ont tiré des larmes, hein. Je vous le dis tout net. Il y a une scène où elle le ramène chez lui et où elle lui demande de lui masser la nuque ou je sais pas quoi. Oui. Elle s'assoit à côté de lui un petit peu en hauteur et lui finit par poser sa tête sur ses genoux. Pour moi, j'y voyais une espèce de piéta en fait, d'image du Christ avec la Vierge Marie aussi, et machin, avec quelque chose de beau, mais de très très triste en même temps. Et j'avais un petit peu le même ressenti qu'en voyant ce genre d'image. Et puis d'ailleurs, la composition renvoie, je trouve, nettement à ça. Ça évoque aussi le passé de Bigelow en termes d'études picturales. Je crois que il y a rien d'innocent dans tout ça. Et puis l'autre scène, c'est le flashback de la première rencontre entre Lenny et Mace. Quand il est encore flic. Voilà, et que le mari de Mace vient de tuer quelqu'un chez lui, ou
pense que c'est ça l'idée, hein, elle explique brièvement que son ex-mari est en prison. On trouve c'est un capharnaüm complet. Elle hurle après son mari qui vient juste d'être arrêté. Et au milieu de tout ça, la caméra avance dans une pièce où il y a, hop, le silence se fait. Tout le bordel reste derrière et il y a juste Lenny et le fils de Mace qui sont en train de discuter. C'est ça. Posément, machin. Ouais, puis ça... ça m'a fait un jaillissement dans le cœur, quelque chose de... Ouais, ce moment-là fonctionnait énormément. Ouais, puis très bien. En plus, il arrive un peu tard dans le film. Oui. Enfin, au moins après la moitié. Et avant ça, on a vraiment cette écriture au niveau de l'évolution de leur relation à eux deux, en tout cas de comment elle nous est présentée, qui est vraiment que au début, on sent qu'il y a une relation entre eux, mais on sait pas trop de quoi il s'agit. Même d'ailleurs, elle l'engueule plus qu'autre chose. Déjà, l'intervention du personnage de May, c'est la dernière à intervenir dans tout l'entourage de. Ouais, elle apparaît pas tout de suite dans le film, donc tu te dis c'est peut-être un personnage secondaire. En plus, c'est presque un sur le coup, j'ai même pensé que ça pourrait être un espèce de sidekick rigolo un petit peu parce qu'elle arrivait et puis c'est pas qu'elle fait des blagues, mais tout de suite il y a une espèce de relation un peu qui se crée entre eux où lui il la taquine un peu et tout. Puis après elle revient et à un moment elle laisse entendre que son fils aimerait bien le revoir. Parce que ça fait longtemps qu'il l'a passé. Et lui il dit que oui, j'aimerais bien le revoir aussi. Donc tu dis il s'est passé quelque chose et tout. Et ça met longtemps avant que tu comprennes. Et quand tu comprends, ça remet en perspective toute la relation qu'ils ont tous les deux et tout. Et là effectivement ça frappe tout ce truc-là quoi. En termes d'écriture, c'est magique quoi. C'est très 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 efficace. Donc voilà. Et alors, je trouve que donc ce fil rouge entre Mace et Lenny, ça apporte quand même une espèce de respiration dans tout le film. Même si elle arrive parfois dans des moments d'action, machin. Si les deux sont à l'écran, ça va. c'est que ça va d'une certaine façon. Voilà. Le fil est pas rompu. Et c'est ce qui permet aussi, je trouve, de maintenir l'élan des personnages. Et aussi ce qui nous empêche de sombrer dans la sinistrose, parce que sinon c'est vrai que c'est quand même pas gai. C'est un film d'anticipation. On l'a dit, je crois, dans la précédente. Généralement, on n'est pas là pour rigoler, quoi. Alors de leur côté, on a donc les deux autres acteurs principaux tels que je les décrivais au départ, Juliette Lewis et Tom Sizemore. Eux, ils sont dans des prestations qui, si elles sont pas totalement surprenantes ou inattendues de leur part, elles sont vraiment efficaces. Et c'est à l'image finalement de ce qui est tiré de la prestation de Michael Wincott. C'est du même acabit. On sait pourquoi ils sont là, mais ils le font super bien. Voilà, ils sont vraiment dans leur efficacité maximale. Et comme si cette histoire finalement générait suffisamment d'émulation pour leur permettre d'exprimer pleinement ce qu'ils ne faisaient que de faire de manière incomplète par ailleurs, je trouve. À ce titre-là, je voudrais juste faire un petit point parce qu'on ne faudrait pas qu'on les oublie ces deux-là. Vite fait sur les prestations et l'importance du rôle de Vincent D'Onofrio et William Fichtner, qui jouent les deux flics ripoux, dont l'un des deux exécute le rappeur Jericho One, qui poursuivent le personnage d'Iris pendant toute une partie du film. C'est une des intrigues connexes en fait de tout ça. Ils sont terrifiants les deux. Ouais. Et terrifiants d'autant plus que les gens terrifiants sont mal fagotés, les cheveux longs, sales, ruisselants de sueur, machin, et eux ils sont propres sur eux, ils sont carrés. Ils ont un côté très sauf à la fin où il y a D'Onofrio avec son espèce de Crimson Max que là, et il est terrifiant. Il est magistral. De toute façon, D'Onofrio est toujours magistral dans tout ce qu'il fait. Mais je sais que tu l'aimes beaucoup, mais voilà. c'est un acteur. Alors, je voulais quand même pas passer sous silence. Parce qu'ils ont un temps de présence à l'écran qui est moindre par rapport aux 4 autres que je viens de citer, mais leur importance est vraiment significative. Mais la présence de Cameron à l'écriture du truc est... Enfin, je trouve qu'il y a un petit lien avec Terminator déjà un petit peu, mais Terminator 2. Ouais. Où pareil, il est quasiment tout le temps en flic. Oui, c'est vrai. Le T1000. Le T1000, c'est le T1000, il me semble que c'est. Non, c'est T800 Schwarzenegger. Du coup, il me semble. Peut-être, effectivement. Et donc le T1000, c'est Robert Patrick. Voilà, peut-être, effectivement. En tout cas, Robert Patrick, flic très très propre sur lui. Très gominé, voilà quoi. Alors donc pour aller vite fait vers une espèce de conclusion, moi c'est un film que j'aime beaucoup. Les 2 heures et 10-15 minutes de durée, pour moi ça passe vraiment très bien. Tu peux en rajouter un peu, je crois. Hein. Ouais, c'est 2h25, il me semble. 2h25, ça passe très bien. Ça, le timecode s'arrêtait à 2h17, moi, alors c'est pour ça que... Il me semblait que ça va... J'ai 2h15 en tête, plus, mais... il me semblait qu'il est un peu plus long, moi. Mais bon, bref. Enfin, en tout cas, ça passe tout seul, ça c'est ouais. Oui.
Et je crois qu'aujourd'hui, il ressort, en tout cas de ce que j'ai pu lire à droite à gauche, de façon positive dans la filmo de Catherine Bigelow. Alors je précise aujourd'hui, évidemment, parce qu'à l'époque, en 1995, ça n'a pas été du tout la même chose. L'anecdote est connue. Le film s'est allègrement planté au box-office. Alors on parle d'un budget d'une $40 millions pour 8 millions de rentrées, je crois, un truc comme ça. Ah oui, c'est une claque, c'est monstrueux. C'est une fessée cul nue, ça. Sachant que elle sortait de Point Break, qui a été un banger, quoi. Bah en plus, oui, Point Break, c'est un classique. Alors je dois avouer que j'ai un peu de mal à bien saisir pourquoi. Voilà, parce que je l'ai pas dû le voir au cinéma. Moi, j'ai dû le voir qu'en vidéo. Non, ouais, mais pareil. Tu es donc coupable. Pareil. C'est possible. C'est possible. Je l'ai pas vu en salle. Mais je regrette d'ailleurs, ça fait partie de ces films. Mais il est sorti le surlendemain de mes 18 ans. Peut-être que j'avais pas encore d'équité, je sais pas, voilà. Alors donc oui, alors on peut imaginer peut-être que l'absence de grosses têtes d'affiche, encore que Angela Bassett, pour Sang de Bonsoir, elle avait quand même une notoriété à l'époque, hein. J'ai l'impression. Pas dans du film comme ça. Pas dans des films comme ça. Bah, enfin. Non, on savait je suis pas sûr qu'on l'associait. Oui, bien sûr. Mais je suis pas sûr qu'on l'associait à un gros. Ça avait quelques caractéristiques du blockbuster quand même de l'époque. Et Angela Bassett, je suis pas certain que. Elle était plus, ouais, Ralph Fiennes, on l'avait vu en Asie 2 ans avant. Ouais, non, les têtes d'affiche, effectivement, compliquées. Bon, Bigelow, c'est pas Cameron. Ce qui est un tort, enfin dans l'esprit des gens. Moi, je pense qu'il faut vraiment pas minorer. Je sais pas si c'est terrible ça, mais il faut pas minorer l'importance de Catherine Bigelow. Mais je vais en reparler. Comment minimiser, bah oui, tiens, minimiser, c'est pas mal. Ouais, minimiser. Minorer, ça marche aussi, t'inquiète pas. Voilà. Mais oui, tout à fait, minimiser. Mais non, Bigelow, voilà, c'est pas n'importe qui. Hein. Alors je dirais parler après, mais on peut peut-être aussi imaginer qu'il y avait une concurrence peut-être assez féroce cette année-là, même si à la date plus ou moins de début octobre 95, j'ai pas noté de présence d'une multitude de films qui avaient cartonné. Peut-être qu'il y avait Braveheart à ce moment-là. En tout cas aux États-Unis, mais je sais pas si ça pourrait suffire à dire que la concurrence a éteint le. Ouais, et puis c'est deux films très différents, donc. Voilà. Moi, il me semble quand même, et c'est aussi ce que j'ai lu à plusieurs endroits, que c'est surtout son placement marketing qui a été un peu foireux. Ça, c'est des trucs car le film, évidemment, il est pas facile à ranger dans une seule case. Voilà, il y a du film noir, on l'a dit, il y a du romantisme, il y a de l'action, il y a de l'anticipation, hein. Ouais, il l'a dit. Voilà. Parce que bon, oui, il est pas facile à ranger. Donc, c'est pour moi, d'ailleurs, ce qui fait partie de sa force. Bien sûr. Justement. Donc, c'est ce qui en fait d'ailleurs une œuvre majeure. Alors, je vais pas oser le terme de chef-d'œuvre parce que je sais pas à quel film je peux le réserver. Mais, on est à quelques crans en dessous, pas loin, quoi. Ok. Et, maintenant, j'ai envie de vous dire à vous les gars, hein, dites-moi un petit peu ce que tout ça vous inspire, ça vous évoque. Je suis tout oui. Ok. Qui se lance Bah, écoute, j'y vais. Ah non Allez, vas-y, quand dans l'ordre des colonnes, hop, c'est parti. Après, tu vas jeter un moment, donc vas-y, allez. Oui, c'est vrai, je vais reparler après. J'espère que vous êtes prêts à m'entendre. Alors, j'ai bien aimé le film. Je commence à le dire tout de suite, hein, j'ai bien aimé le film. Sur la sélection des 4 d'aujourd'hui, c'est celui que j'ai le moins apprécié, mais ça, le film n'a pas du tout à être comparé à une sélection de trop d'autres films qui n'ont rien à voir avec lui. Donc non, tout seul, il n'y a pas de souci. C'est un film que j'ai bien aimé. Tu prononçais le mot de chef-d'œuvre quelques crans en dessous, je n'irai pas là du tout. Mais pas de souci, hein, tu as les goûts que tu as, y a pas de problème. Non, en fait, j'ai eu au début du mal au début du film, la première heure. Je pense que c'est un film qui a besoin d'un revisionnage. Pour être parfaitement mieux apprécié. Tout à fait. Parce que il est un peu long, pas trop long. Elle passe très bien effectivement les 2h20, mais parce que il se passe des choses dedans et ça prend son temps et tout va bien. Mais le film, l'histoire vraiment du film commence vraiment au bout de 3/4 d'heure, 1 heure. C'est long au début, un peu trop je trouve, et surtout il se passe, tu sais pas trop vers quelle direction ça va aller. Il y a plein de personnages qui nous sont présentés, on sait qu'on a le personnage principal, mais ça prend son temps pour vraiment prendre une direction. En fait il y a vraiment une enquête qui commence vraiment à partir de 3/4 d'heure, 1 heure de film, et avant ça je trouve que le film patauge un peu et j'étais un peu perdu et j'étais pas trop sûr dans quoi ça allait partir, donc ça a été compliqué. Oui. Là pour le coup je te rejoins à fond, Quentin. J'ai eu le même ressenti. La première heure, vraiment, c'est compliqué. Mis à part les échanges entre le personnage de Bassett et de Fiennes,
qui me paraissaient comme des petits moments où je pouvais enfin respirer et apprécier et que le temps passe normalement. Mais ouais, la première heure est assez longue et puis il faut se mettre dedans. Bon, après ça change. C'est que ça prend longtemps à bien présenter le personnage de comment il s'appelle déjà? Lenny Nero. Lenny. De Lenny et surtout son on va dire son métier. Oui. Voilà, donc il y a des scènes où il fait découvrir les squids à quelqu'un, donc on a des scènes où on le voit qui au final ne vont pas forcément servir plus tard dans l'histoire, c'est juste des scènes qui permettent de comprendre un peu le fonctionnement, un peu rapport au presque au cinéma pornographique qu'il y a dedans. Il y a un débat éthique dedans, ça c'est vraiment dans le tout début du film, quoi, tous ces trucs là. Du coup, ça prend son temps mais bon, je veux pas résumer le film à ça parce que le film est vraiment très très bien et quand il commence à vraiment rentrer dans ce que ça veut raconter, là j'ai réussi vraiment beaucoup plus à accrocher. J'aime beaucoup l'ambiance, il fait presque tout le temps nuit. Quand tu parlais du côté triste, bah c'est à ça que ça me faisait penser aussi. Le film il pleut pas forcément tout le temps, mais il fait tout le temps nuit, il fait quasiment jamais jour, c'est sombre, tout est détruit. Tu disais il y a des voitures qui brûlent de partout, c'est normal pour eux, donc la ville est vraiment en décrépitude, ça donne une ambiance qui est vraiment qui fonctionne vraiment assez bien, quoi. On se croira vraiment dans une espèce de Carpenter sombre. Il peut y avoir des rappels de ce genre là, effectivement. Ouais, voilà. Là, tu parlais de la musique, alors le côté rap est peut-être un peu moins présent, mais par contre grunge, il y a des concerts très grunge, très rock, très indus, plusieurs fois. Moi qui aime bien le métal, même si c'est pas forcément le genre qui va me faire. Non, mais il y a des choses qui te parlent. Voilà, il y a quand même une ambiance qui me parle et qu'on voit pas tout le temps, qui se voyait quand même plus à l'époque. D'ailleurs, c'est assez rare aujourd'hui. Donc non, c'est quelque chose qui s'est dégagé que j'aime bien. Et au niveau de l'écriture du scénario, quand le film s'est fini, je me suis rendu compte que j'aimais bien l'écriture dans un sens où en fait on suit une petite histoire, cette fameuse enquête qui est en fond, le meurtre du rappeur. Au final, personne n'est trop au courant à la fin. Ça explose pas trop, enfin ça va exploser certainement après, mais ça a pas le monde est déjà en train d'être dans la merde, il y a déjà genre des soulèvements, ça brûle de partout et tout, et c'est pas à cause de cet assassinat. Non, c'est pas ça s'ajoute au reste. Ça s'ajoute, et au final l'histoire qu'on suit n'est qu'un des éléments. On n'est pas sur l'élément principal qui va déclencher la révolution, le changement de tout. Non, parce que c'est déjà en train de voilà, en fait, on suit une petite histoire dont globalement les gens qui ne sont pas les personnages du film se foutent, les kidams qui passent à côté, mais qui représentent par contre énormément et qui représentent très bien le fonctionnement de cette société, et voilà, et ça met en lumière vraiment le fonctionnement de cet univers dans lequel ça se passe, et du coup j'aime bien ça. Au final on pense qu'on va aller vers quelque chose de grandiose et au final pas tant. Au final quand le méchant à la fin du film il tombe, voilà, tout le monde s'en bat les couilles. Vraiment, nous on a l'impression qu'on voit quelque chose de grand, on a le gars il tombe de l'immeuble dans une soirée, dans une fête et tout, et même quand il y a l'affrontement avec Bassett et les deux flics, avec tout le monde autour, ça a pas l'air de changer grand chose à la fiesta autour. Non, ça met un peu de temps à réagir. Par contre, quand ça réagit, voilà. Oui, bah après il réagit, c'est ça fout le bordel et tout, mais voilà. Non, du coup j'aime bien ce côté-là, cette espèce d'écriture où on évite de genre faire en sorte que ce qu'on va nous raconter, c'est genre le nerf de l'univers entier, et que le monde va être modifié par ce qui se passe et ce truc. Non, c'est juste l'histoire de quelques personnages et ça met en valeur l'univère dans lequel ça se déroule, et ça j'aime bien. Voilà, mais voilà en gros mon avis et quelque chose que j'avais à dire sur le film. Suivant. Moi, je vais pas revenir sur la première heure du film. Moi, j'aime beaucoup les interactions du personnage de Angela Bassett. Angela Bassett, pardon. Je la trouve, c'est la mieux écrite de tous les personnages. Mis à part ça, moi, j'ai pas trouvé ce côté grandiose que tu peux. Enfin, tu le mets très grand très film, haut dans au grand film. Ah mais c'est parce que c'est un ensemble, c'est pas en prenant des critères séparés les uns des autres, c'est vraiment la convergence de tout. Voilà. C'est probablement le film de Cameron que je préfère, par exemple. J'ai failli t'arrêter, mais non, la blague est drôle. C'est quand même malheureux que ce type-là écrive des trucs qui soient bien et qu'il n'arrive pas à se les écrire pour lui-même. C'est tout. C'est faux. C'est faux. Archi faux. Le jour où on va faire un truc sur Cameron, je pense que ça va être rigolo.
Ça risque de fighter, mais je pense mais non, mais on est là, ça reste bon enfant, on est bien d'accord. Oui, non, mais je suis d'accord. Non, mais est-ce que ce type-là n'aurait pas pu prendre en charge un métrage de cette nature plutôt que de faire des gens bleus, tout ça, voilà. C'est plus tard, mais remarque, il avait peut-être déjà ça en tête à l'époque. Il a fait quasiment que des films immenses, donc désolé. Il avait autre chose à foutre. Les films immenses, il a été script doctor sur Rambo 3 quand même, ou Rocky 3. Je parle des films qu'il a réalisés. Tu parles des films qu'il a réalisés. Oui, bon, écoute, on va pas être parfait partout. Il a pas fait ça parce que il travaillait sur Rambo ou Rocky, je sais plus, non. Non, c'était un Rambo, je crois. Mais... Ouais. Est-ce qu'il avait pas mieux à faire que d'aller sur Rambo? Il a déjà discuté sur ses films. Désolé, mon voisin Quentin, que j'aime beaucoup, mais il a déjà discuté sur ses films. Mais c'est un autre débat. Mika, oui. Voilà. Non, mais par contre, sur ce film, moi, j'aime beaucoup la deuxième partie. Ça prend beaucoup d'ampleur, oui, c'est sûr. Mais en fait, moi, ce que j'ai préféré, c'est vraiment... En fait, j'aurais préféré suivre le personnage de Mace, du coup de Angelina Bassett. Angelina, pourquoi C'est Angela. Angela, ouais, merci. De Madame Bassett, voilà, comme ça c'est dit. J'aime beaucoup la fin de son arc, ses interventions. Par exemple, notamment, il y a un espèce de dialogue entre elle et Nero à un moment où il y a la vidéo qui est en jeu. Il fait, mais tu te rends compte de ce que c'est, quoi. Et il y a une espèce de justesse dans le dans le traitement des personnages afro-américains, enfin dans tout cas de leurs problématiques dans les années 90, qui malheureusement ça s'est perpétué. C'est perpétué peut-être avec bon bref, on va pas faire politique ici, même si le cinéma n'est que politique. Mais j'ai trouvé ça très juste, mais seulement en fait j'ai pas apprécié forcément de suivre ce personnage de Nero. J'aurais préféré être ailleurs. C'est un anti-héros, donc du coup ça vient peut-être de ça aussi. Hein. Oui, mais moi je trouve qu'il est écrit aussi dans ce sens-là. Après il y a d'autres anti-héros que j'aime beaucoup. Oui, je sais, oui, bien sûr. Mais c'est juste très personnel. Hein. C'est un avis, c'est juste ça. Mais non, un avis c'est dans Avatar, beaucoup plus tard. Tu confonds. Oh là là, ça y est, il est conditionné. Sinon, pas plus, pas moins, c'est un bon film. J'ai eu très très peur moi au début avec la première scène d'intro ou vision subjective. J'ai regardé la personne avec qui je le regardais et on s'est dit, si c'est comme ça pendant tout le film, on va dégueuler rapidement. C'est très rapide. Après, il y a séquence d'ouverture, tu veux dire ? Ouais, il y a d'autres scènes en vision subjective. Non, c'est subjective, voilà, qui sont alors. Je dirais pas plus facile à regarder parce que c'est quand même des sacrées saloperies qu'on nous montre, mais d'un point de vue lisibilité, c'est quand même, il y a un rythme qui est moindre, donc du coup la visibilité de l'image est quand même plus facile. Oui, par exemple le type qui est amputé des deux jambes, qui refile un clip de quelqu'un qui est en train de courir et qui regarde ses jambes pendant qu'il court. Ouais, c'est fou ça. C'est fou, il y a quelques une espèce d'oasis de pureté à ce moment-là qui intervient, que tu vois pas du tout arriver, et qui s'éteint le temps que le personnage soit à l'écran, quoi. Mais... Ouais. Non, ça va, c'est fou. Mais c'est vrai que d'ailleurs, on n'a pas trop parlé Attends, on en a parlé en off. Il y a le méchant aussi du film. Oui, est-ce qu'on a parlé de la scène du viol? Non, mais de toute façon, j'allais le faire. Je l'ai mentionné au départ, mais c'est-à-dire que c'est quand même un peu fou. Parce qu'en termes d'idées dingues, c'est dans tous les domaines. Et en termes d'idées dingues, ce personnage donc de Iris, la jeune femme qui se fait violer avec le squid. L'assassin lui met le squid sur la tête, c'est-à-dire qu'elle va ressentir elle-même son propre viol, se voir par les yeux de son violeur, tout en ressentant le plaisir et l'excitation que ressent le violeur. Comment dirais-je, la mise en abîme du truc, c'est même presque inimaginable quand tu essaies d'y réfléchir. Tu te dis, attends, putain, je me pose 2 secondes la tête qui se rajoute aussi à cette scène. C'est qu'il y a Nero qui est en train de le découvrir et qui ressent le plaisir du meurtrier, tout en étant dégoûté du truc. Ouais, non, mais cette séquence-là, elle est quand même juste dingue. Mais ça va pas bien, Bigelow. Hein. Apparemment, la scène a pas mal desservi le film. De ce que j'ai pu entendre à droite à gauche, la scène a pas mal desservi le film. Mais parce que conceptuellement parlant, c'est un truc qui va quand même très loin. Donc le film, effectivement, est bourré d'idées. Qui c'est qui parlait là juste avant? C'était Mika. Est-ce que t'avais fini, mon copain? Oui. Non, mais voilà. Parce que je rebondirai sur ce que tu. Je suis intervenu sur cette histoire de scène de viol, mais c'est vrai que personne n'en avait parlé. Mais voilà, c'était dans mes trucs. Bon, du coup, moi j'ai vraiment aimé le film.
c'est peut-être que je le mets un peu plus bas que toi sur une échelle de graduation en dessous du chef-d'œuvre. Je le mets peut-être un peu plus bas que toi. mais après, mais j'ai je pas dit mets plus combien haut de que mes crans, mais copains. c'est-à-dire que Mais voilà, c'est un film que c'est j'aime pas un beaucoup. chef-d'œuvre, mais c'est un très très bon film. Vraiment. Une échelle de graduation? Je connais pas. Est-ce que tu pourrais plutôt appeler ça Un numéro de top. ouais. Alors, plutôt communément. bon, moi je pense que dans la filmo de Bigelow, et il y a quand même quelques films costauds. Moi, je pense que c'est peut-être celui que je préfère. Après, il y a quand même Des mineurs derrière, pour lequel elle a raflé je ne sais combien d'Oscars, qui a été un peu son retour, mais ça arrive quand même pas tout à fait 15 ans après, mais pas loin. Elle a mis du temps à s'en remettre de Strange Days. Ça a été un peu compliqué. Son film Suivant le poids de l'eau est complètement passé inaperçu. 4-19, je crois, pour être un succès phénoménal malgré la présence de Liam Neeson et d'Harrison Ford, donc elle a mis un peu de temps à revenir. Et puis Des mineurs, là par contre, elle a tout explosé. Vraiment, Bigelow, pour moi, c'est une immense cinéaste. Voyez Des mineurs, en termes de mise en scène immersive, des mecs qui désamorcent des bombes comme ça, en pleine guerre, c'est quelque chose d'assez dingue. Et le côté immersif que peuvent avoir les séquences du Squid dans Strange Days, c'est presque de la rigolade à côté. Vraiment, Bigelow, avec une caméra dans les mains, c'est quelque chose. Bon, ça c'était pour un des aspects positifs. Des aspects positifs, il y en a plein. Point fort, bon, je vais le redire vite fait, le personnage d'Angela Bassett. Moi, Angela Bassett, je l'épouse quand elle veut. Comme l'a dit Bertrand, le pompon d'or. Elle est extraordinaire, vraiment piquée. Elle est sublime. Si j'ai dit que Ralph Fiennes était beau, elle est sublime. Vraiment, voilà. Tu vois, ça me fait penser. Je rebondis vite fait sur la scène que tu mentionnais là. Ils ont le disque de la mort du rappeur. Oui. Et il part avec pour s'en servir pour la négociation. Voilà, voyez le film, vous verrez de quoi je parle. Et elle a cette déception encore une fois. Oui. Et finalement, le début du phénomène où le personnage de Lenny s'amende, c'est qu'il revient vers elle, alors qu'elle s'y attend pas pour lui donner. Ouais, c'est ça. Et là, elle se dit, tiens, il s'est passé quelque chose. Et alors, son visage, mais c'est clair d'une façon, mais c'est... Voilà, c'est... Oui, il y a quelques moments de grâce comme ça. Enfin voilà, il y a des moments de grâce des moments de grâce, voilà. Étrangement. Voilà. Côté casting, moi je refais vite fait. Michael Wincott t'en a parlé. Tom Sizemore. Alors Tom Sizemore qui est l'antagoniste du film, on le découvre sans une surprise monumentale à la fin. Oui. Alors c'est un peu dommage parce que Tom Sizemore, quand on connaît un peu Sizemore dans le cinéma des années 90, il était quand même habitué au rôle soit ambigu dans le meilleur des cas, soit carrément pas gentil. Ouais. Donc c'est dommage parce qu'entre la gueule de Wincott où c'est marqué sur sa gueule je suis un gros con et puis Tom Sizemore tu pouvais t'y attendre. Il y a des facilités de casting à ce niveau-là, c'est un peu dommage. Mais ça, on va dire que c'est vraiment pas grave. C'est une question d'écriture de personnage aussi. Mais du coup, ça connote. Moi, si tu veux, c'est le fait de prendre ces acteurs-là, ça connote direct le perso. Oui, on va prendre Sizemore. Je suis d'accord. Oh là là. Voilà, je suis d'accord. Toi, il y a des chances qu'à un moment donné, ça vrille. Bon, ça loupe pas. Là où je trouve que c'est intelligent, alors c'est peut-être que moi, mais moi, je l'ai compris quand justement il lui parle de ce truc de la mort là, de ce comment on appelle ça là. Escadron de la mort. Escadron de la mort. Ouais. C'est à ce moment-là que moi j'ai compris que ça devait être lui. Et en fait, ce qui est méga intelligent... mais toi, tu ne le connais pas. Je ne le connais pas. Moi, je le connais, l'acteur. Mais là où c'est intelligent, c'est que la scène, quand il y a un flashback pour lui expliquer pourquoi il l'a fait et qu'il avait peur de se faire choper, c'est celle-ci qu'il explique. Donc ça veut dire que Bigelow ou Cameron, je sais pas, s'est dit... C'est à ce moment-là que le spectateur peut comprendre que c'est lui. Donc du coup, en fait, je montre cette scène-là. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Oui, de toute façon, t'es en train de parler du climax. Moi, le climax, on en parlait tout à l'heure en off. Moi, le climax, il est en deux temps. Il y a une partie que j'aime, une partie que j'aime pas. La partie résolution, où Tom Sizemore, dans cette piole d'hôtel, explique à Lenny, alors oui, qui tombe des nues par contre, explique à Lenny tout le truc. Pour ça, je trouve ça pas super bien foutu. Jusqu'à cette séquence, effectivement, de baston sur le balcon et puis ce qui s'ensuit. Bon, ça, voilà. Moi, ça vraiment, c'est le côté presque hollywoodien du truc. Alors, ça pourrit pas le film, mais c'est dommage. Par contre, toute la partie, encore une fois, je suis désolé, avec Angela Bassett dans la foule où elle se fait limite massacrer avant que la foule se retourne contre les flics, etc. Là, putain, il se passe quelque chose. Déjà visuellement, je trouve que c'est mis en scène remarquablement. Là où c'est beaucoup plus plat dans la piole. C'est marrant parce que il y a vraiment il y a un climax bicéphale, une partie très réussie, une partie
standard, voire mollassonne. Voilà. Là où ça, mais c'est perso. Là où tu dis que dans cette partie dans cette fin un peu plus mollassonne, donc la fin de Nero entre guillemets, j'ai trouvé ça méga intéressant qu'ils utilisent justement le point de vue subjectif pour la relation sexuelle entre Max et Face. Ouais. Prendre le contre-pied de il s'attend à voir un viol comme il a pu voir avec Iris, et justement que ça soit un truc consenti. Mais c'est vraiment mais c'est en fait il y a plein de scènes comme ça qui se répondent et ce que je trouve chiant, c'est le direct dans la piole. Tu vois, cette partie-là, je suis d'accord avec toi. Où elle lui flashback, où il lui explique, j'ai fait ça pour ça. Voilà. Et t'as fait qui arrive. Ça arrive. Alors elle, en plus, ça fait n'importe quoi. Enfin, mais c'est le personnage du n'importe quoi. Oui, de toute façon, voilà. Non, je suis un peu d'accord. Et du coup, moi, tout ce qui se passe dans la piole, je m'en fous un peu. C'est pourtant la partie la plus explicative du film qui rétrospectivement te dit il s'est passé ça. Mais je m'en fous. C'est la différence entre en bas dans la foule. Là par contre ça m'intéresse. C'est l'opposition entre la théorie et la pratique. C'est l'application de la cause, la conséquence. Oui. Et puis c'est le côté déceptif des polars. Je sais plus si on en a parlé dans l'émission précédente ou à force je sais plus, on tchatche tellement. Mais c'est le côté déceptif aussi parfois. Alors on est un peu dans un film noir, tu l'as dit Bertrand. Mais il y a souvent le côté résolution qui ok, tout ça pour ça. Mais oui. D'accord. Mais au final, comme c'est une histoire énorme, et t'es déçu d'être déçu. Comme Quentin disait que c'est une histoire qui concerne que les parties présentes. Voilà, ça pouvait être qu'un truc un peu comme ça, un peu décevant. Bien sûr. Ouais. Ça n'a aucune prise sur le destin de l'humanité. Non. Oui. Voilà. Mais t'es moins déçu parce que le climax pour un des deux personnages, donc celui pour Bassett, arrive à la fin et c'est le plus réussi, tu l'as dit. Donc, moi cette partie-là, je la trouve géniale. Tu pars moins sur une bien déception. Bien sûr. Ça sauve la fin. Le souvenir que tu auras du film sera forcément meilleur. Mais de toute façon, ça agit par effet de contraste en plus. De toute façon. Oui, tout à fait. C'est embelli par le fait que t'as été déçu avant. De bout en bout, je trouve. Il y a peut-être 2-3 passages plus faiblards. Est-ce que le final aurait pas pu être écourté? C'est possible. Je trouve que ça fonctionne. Voilà, il y a ce petit bémol là-dessus. Mais c'est un film que j'aime beaucoup. Vraiment. Je suis content de l'avoir revu. Du coup, je l'ai vu 2 fois en finalement assez peu de temps. Et je l'avais pas revu depuis très longtemps. Pour le coup, je l'avais vu à l'époque. Pas sûr que j'avais revu depuis. Donc j'ai dû le voir 3 fois en tout. C'est vraiment, je sais que j'y reviendrai. C'est vraiment, mais de toute façon, le cinéma de Bigelow, voilà, c'est chouette. Il y a vraiment des très bons films à découvrir. J'ai pas encore tout vu, ses premiers, Blue Steel, je crois que je l'ai vu, mais je n'en garde aucun souvenir. Son tout premier, pas vu, c'est sûr. Point Break, pas vu depuis des années, et pareil, j'en garde plutôt un bon souvenir. K-19, c'est vraiment, je le conseille, parce que c'est en film de sous-marin. Film de sous-marin, c'est pas toujours gagné, hein. Non. Je sais plus quel grand commentateur de cinéma disait, il y a 2 trucs chiants, les films avec des nonnes et les films avec dans des sous-marins. Je me demande si c'est pas Tavernier. Tavernier Coursodon dans 50 ans de cinéma américain. Il y a 2 genres de films très chiants. Il y a un film qui existe avec des nonnes dans un sous-marin. Ça je ne sais pas, mais moi j'en connais un avec Audrey Hepburn qui est magnifique. Mais K-19 est un très... Alors c'est pas la poursuite d'Octobre Rouge de McTiernan, mais franchement K-19, moi j'ai trouvé ça très bien. Puis il y a des audaces. Encore une fois, on est chez Bigelow. Et c'est moche de dire ça, mais putain, c'est une nana qui a des couilles. Et quand elle fait un film, elle y va. Et elle fait pas les sujets à moitié. Et des mineurs, c'est presque une ode à la guerre, quoi. C'est génial la guerre. Il y a un discours dans le film que peu de cinéastes ont, je trouve. Elle porte un truc, cette nana. Enfin voilà, elle sort un film encore cette année là. Au moment où on parle, elle est toujours là, et tant mieux. Elle tourne pas tous les ans, mais voilà. Le dernier, c'est quoi? C'est Détroit? C'est Détroit le dernier, alors que je l'ai pas vu. Donc c'est alors film qui divise, 18-19 je crois. Dans ces eaux-là, 17, 2017. Mais film qui a divisé, Détroit, qui a pas mal divisé. Mais voilà, une femme qui fait parler d'elle quand elle fait des films, c'est voilà. Et franchement, Strange Days, on est dans le haut du panier de sa filmo, donc ce qui est quand même pas peu dire. Donc merci Bertrand de l'avoir choisi. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Voilà. On va pouvoir clôturer sur ce film, et puis on va enchaîner avec Quentin qui va parler pendant 1h30 de... Mais non. Pas autant. Metropolis. On verra bien. Réalisé par Rintaro, le célèbre réalisateur de Galaxy Express 999. Écrit par Katsuhiro Otomo, le créateur du film révolutionnaire Akira. D'après un manga classique du parrain du dessin animé japonais, Osamu Tezuka. TriStar Pictures est fier de vous présenter une vision futuriste où les robots ont évolué, mais où l'humanité a une longue route à parcourir. Eh bien du coup,
On est parti pour Metropolis, donc réalisé par Rintaro, sorti en 2001. Donc oui, une fois de pas coutume, on va commencer par la fiche du film, hein, on va faire simple, avant de se lancer vraiment dans les détails de ma petite analyse du long métrage. Donc c'est, comme je disais juste avant, c'est un film sorti en 2001, réalisé par Rintaro, un grand nom de l'animation japonaise, avec l'aide du coup pour ce film-là au scénario de Otomo, un autre grand nom de l'animation japonaise, et produit par le studio Madhouse, un grand studio d'animation japonais. Vous allez voir, je vais expliquer plus en détail un petit peu pourquoi j'ai répété grand nom, parce que c'est important. Et pas la Toho aussi, au générique aussi? Non, c'est la Madhouse. D'accord, Ouais. j'avais cru apercevoir, c'est pour ça. Ils ont peut-être bossé sur certains petits détails, mais il me semble, enfin c'est Madhouse de manière générale, gros studio. Bah, je reviendrai dessus. On va commencer déjà par un bon point pitch pour mettre nos auditeurs en confiance, oui, je ne sais pas, dans le mood, voilà. Croise en moi. Exactement. Non, mais plus doux, moins manipulateur quand même. Alors, donc petit point pitch. À Metropolis, une cité futuriste baignée par la musique jazz, les humains cohabitent avec les robots. Le gigantesque gratte-ciel Ziggurat abrite les élites de la société, tandis que les pauvres et les robots sont condamnés à vivre une vie souterraine, où une partie des humains craignent que les robots les supplantent. Il y a une espèce de tension un peu qui règne là-dedans. Au milieu de cette poudrière, on suit le détective Shun Sakuban et son neveu Kenichi, un jeune garçon d'une dizaine d'années qui lui fait office d'assistant. Ensemble, ils enquêtent sur un trafic d'organes humains perpétré par un certain Dr Lawton, un scientifique qui aurait trouvé refuge au sein des quartiers souterrains de la ville. C'est pour ça qu'ils sont là. Toutefois, ce dernier est en réalité à la solde. Alors, ce que je dis, alors je vais évidemment spoiler le film, hein, comme on fait d'habitude. Mais là, en l'occurrence, c'est expliqué assez rapidement dans le film. Mais du coup, ce fameux Dr Lawton est en réalité à la solde d'un certain Duke Red, qui est l'homme le plus puissant de la ville. C'est pas le maire ou le président ou quoi que ce soit, c'est juste un homme très influent, riche et très influent, qui a même une milice à sa botte, qui dirige secrètement un peu la ville, mais comme ils le disent dans le film, c'est un peu un secret de polichinelle, c'est-à-dire que c'est un peu su de tout le monde, mais voilà. Donc Duke Red, c'est un peu le chef, et donc ce fameux Dr Lawton est en train de concevoir une réplique parfaite de la défunte fille de Duke Red, une jeune fille de 8-10 ans, hein, quelque chose comme ça, du prénom de Tima, pour qui son père réserve un destin très spécial. C'est pour ça qu'il lui a demandé de recréer cette petite fille du coup en androïde, en robot réaliste, on va dire. Voilà. Il parle d'organes de synthèse, c'est ça? Oui, alors il se défend en disant qu'il n'en a jamais utilisé. Le film ne le dit jamais vraiment. Après, est-ce que oui, il en a utilisé ou pas? Mais en tout cas, elle est très crédible. Contrairement aux robots, j'ai bien parlé de robots et pas d'androïdes, hein. La ville, il y a des robots et des humains, et les robots sont vraiment des robots, quoi. Ils ne parlent pas, ou alors sinon ils parlent, ils ont vraiment un langage de robot, ils ont un aspect de robot, enfin voilà, quoi. Là, en tout cas, cette petite fille Tima, non, c'est pas le cas, c'est un peu différent. Cependant, l'enquête de Shun Sakuban ainsi que les tensions entre le Duke et son fils adoptif Rock, qui intervient aussi dans l'histoire, ne vont pas tarder à faire rebasculer toutes les cartes, et donc l'histoire un peu se base là-dessus. Voilà un peu un point pitch un peu dense, mais pour avoir un peu le contexte et certains noms qui vont revenir. Bon, on va pouvoir en parler maintenant si tu veux mon cher David. J'avais fait un petit point dessus. Oui, je suis tout à fait conscient de ça. Après avoir revu le film, hein, surtout, je suis le plus à côté du thème de cette sélection. Voilà. Le film est plus à rapprocher de la vague SF, un peu plus à la Blade Runner, ou même justement à Metropolis, le film original de Fritz Lang de 1927. Que du cinéma d'anticipation à proprement parler. Après, on en a déjà parlé dans notre première émission datant d'il y a 3 semaines. La limite entre les deux est parfois un peu ténue. Là, en l'occurrence, dans ce film-là, effectivement, on est beaucoup moins dans le film d'anticipation que dans Strange Days, par exemple, où il y a vraiment ce truc d'ancrer dans le présent ou pas loin dans le présent. Là, on est vraiment dans un monde un peu différent. C'est juste que c'est pas un film de fantasy. Il y a rien de fantastique dedans. Non, il y a de la technologie exacerbée. C'est l'exagération ultime de quelque chose qui pourrait déjà être préexistant. Oui, pour voilà. ça peut être de l'anticipation. Oui, en effet. Voilà. Et puis la personnalité du grand patron capitaliste surpuissant qui surpasse les pouvoirs politiques. Oui, voilà. C'est des thèmes, thèmes très. C'est des choses très... qui ancrent aussi dans une certaine réalité. Oui.
Voilà. Mais oui, on est quand même pas dans un cinéma de fantasy ou quoi que ce soit. Contrairement à d'autres films, j'avais envisagé d'autres films, hein, pour le choix a été un peu dur. Je voulais partir vers quelque chose de pas américain, et en France, en anticipation, c'est calme, on va dire. On avait bien évoqué quelques titres, mais ouais, il y a un titre obscur avec Delon et d'une troisième guerre mondiale, je sais plus comment ça s'appelle, mais je crois que c'est le Toubib. Oui, voilà. Je me suis dit oh non. Après courte hésitation, voilà. Il y avait pas un truc aussi qui ressemblait à Running Man avec justement comment il s'appelait Si, avec Gérard Lanvin et Michel Piccoli. Oui, avec Piccoli. Ouais. Bah c'est juste que le film le prix du danger, quelque chose comme ça. Voilà, et il paraît que c'est très bien, mais j'ai pas vu et je me suis pas dit que j'avais pas trop envie de tenter un film que j'avais pas vu et tout. Enfin bref, et du coup la vague animation japonaise me tentait bien, j'ai pensé à Ghost in the Shell, j'ai pensé à Akira. Le problème d'Akira, c'est qu'il y a de la fantasy dedans, hein, quand même, il y a de la télékinésie, des choses comme ça, il y a vraiment de la magie un peu, voilà. Donc ça me tentait moins, puis Akira, je savais pas trop quoi dire dessus. Mais bref, au final, je suis parti plutôt sur Metropolis pour son côté un peu plus méconnu dans le lot, quoi. Sachant que oui, dans le cinéma d'animation, ouais, j'ai parlé de Ghost in the Shell, il y a aussi Jinro, que toi David, il me semble que tu as vu il y a pas si longtemps que ça, qui est aussi vraiment dans l'anticipation, qui est plus ancré et qui marcherait encore mieux que alors pour le coup, il serait mieux dans le sujet, le thème. Ouais, mais c'est juste que j'avais pas envie d'en parler. Voilà, tout simplement. Voilà, mais en vrai, ma seule bonne excuse pour avoir choisi ce film, hein, du coup, désolé, hein, c'est pas vraiment un film d'anticipation à 100%. Ma seule vraie bonne excuse, c'est que je suis bien content de vous en parler parce qu'il est vraiment super bien, malgré tous vos avis de gros nuls. Non, j'exagère. Les nuls t'emmerdent. Vas-y, continue. Non, mais sois pas mesquin comme ça. Toi, t'es tiède, toi. Tu parles loin du micro, mon cher. Mais non, je parlais dedans, je l'ai rapproché, je crois. Enfin, le tiède, tu l'as dit loin. Ah, je l'ai dit loin. J'ai dit tu es tiède. Voilà. Bon, là, ça va être la partie chiante pour vous, hein. Je vais faire le petit historique. Ah, voilà. On va dormir. Non, par contre, tu tapes sur la table quand t'auras fini, qu'on puisse. Ah, les salauds. Non, mais parce que en fait, la genèse du film est vraiment intéressante, et permet un peu de se rendre compte de quelle œuvre c'est, parce que c'est pas n'importe quelle œuvre, Metropolis. Parce que du coup, je parlais du fait que il y a un lien avec Metropolis quand même, le film de Fritz Lang. Donc certains de nos auditeurs qui connaissent peut-être pas le film dont on parle aujourd'hui, de Rintaro, animation japonaise, se disent mais c'est quoi ce bordel, il y a déjà un film qui s'appelle Metropolis qui est sorti il y a longtemps, est-ce qu'il y a un lien entre les deux? C'est un film culte en plus, c'est pas n'importe quel film, voilà, est-ce qu'il y a un lien? Eh bien oui et non. Donc pour comprendre, il faut revenir beaucoup en arrière pour aller voir l'un de nos protagonistes de ce projet, un certain Osamu Tezuka, assez connu comme bonhomme. Né en 1928, il est considéré comme le père du manga, avec des œuvres qui ont un impact colossal, que ce soit en papier ou avec leur adaptation future en animé. Entre autres Blackjack, qui inspirera Dr House par exemple. On a Princesse Saphir, du nom français, j'ai plus le nom original, ou en tout cas anglais. Et puis évidemment ces deux œuvres les plus réputées, on a Le Roi Léo, et puis surtout le fameux Atom, Captain Atom, ou Astro Boy en anglais, ou le petit robot Astro le petit robot, pardon, chez nous. Tout ça, le dessin animé quand j'étais gamin. Voilà. T'en fais une belle. Et c'était déjà vieux en plus à l'époque. Oui, parce que c'est sorti dans les années 50, 60, 70. Tous ces noms, en fait, tous les noms que je viens de citer là, c'est sorti dans les années 50, 60, 70. Et donc quelques années auparavant, en 49, à ce moment-là, Tezuka, il a même pas 21 ans. Il sort un one shot, hein, du coup en manga quoi, nommé Metropolis. Ça fait à peu près 150 pages, hein, voilà. Dont l'inspiration lui est venue en voyant une photo, une simple cliché de Metropolis, le film de 1927. Donc c'est le seul lien encore entre les deux. À la base, en tout cas la toute base du manga originel, c'était une photo. Pour être précis, c'était un cliché de l'androïde féminin, c'est pour ça qu'il a été inspiré par ça. Donc l'androïde féminin de Metropolis de Lang. Et alors faut savoir aussi, ce one shot fait partie d'une trilogie un peu fantastique SF qu'il avait fait entre 48 et 51 avec Lost World, Next World et Metropolis entre les deux. Voilà, juste pour redire la chose quand même, il avait à peine 20 ans. C'était une époque d'explosion culturelle au Japon après la Seconde Guerre mondiale, donc l'œuvre a eu un impact énorme parce que le pays était en totale reconstruction, ils avaient besoin d'une identité, ils avaient besoin de se reconnecter à de nouvelles choses. Les jeunes qui ressortaient de la guerre ou qui avaient pas connu la guerre encore au Japon, parce qu'ils étaient encore un poil trop jeunes, n'avaient pas du tout envie de se raccrocher au Japon d'avant-guerre. En plus, la présence américaine qui était là pour surveiller, pour voir si tout allait bien, on va dire pendant quelques temps, a bien fait attention à ça. Donc
le pays était très ouvert à de la jeunesse, à de la nouveauté, à des choses comme ça, et Tezuka il arrivait donc en 49, enfin, faut se dire qu'ils se sont pris une bombe nucléaire il y a 4 ans quoi, c'est fou de se dire que c'était vraiment pas longtemps avant, et lui il arrive avec ses projets, et tout de suite il a vraiment explosé très vite. Donc même Metropolis avait fait du bruit à l'époque, même si c'est surtout après avec d'autres projets que Tezuka est devenu important, mais on se rend pas compte à quel point Tezuka c'est un dieu au Japon. L'œuvre générale qu'il a fait est assez énorme, donc c'est une adaptation d'une de ses œuvres, donc ce n'est pas rien pour le Japon. Donc au final, le projet arrivera une cinquantaine d'années plus tard, de faire une adaptation du film. L'idée était même arrivée auparavant, mais Tezuka avait refusé de son vivant, puisqu'il est mort en 1989, donc il n'a pas participé au projet du film qu'on a vu là, mais on lui avait proposé de faire une adaptation, et lui il était passé à autre chose depuis longtemps, etc. Il avait pas spécialement envie d'en faire une adaptation. Il est pas mort vieux, Léon. 29, ouais, il est né en 28 et il est mort en 89. Donc ouais, il est mort à 61 ou 60. Il avait même pas... il est pas bon d'être mangaka au Japon. Oui, il est mort. Les auteurs de BD franco-belges, il y en a quelques-uns qui pareil. Mais ok. Oui, non, il est mort. Funérailles nationales, etc. Ça a été un événement vraiment. C'était vraiment un dieu dans le sens où il a donné une image. Enfin, si par exemple toi, Michael, qui aime beaucoup les mangas, si le manga existe tel qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à cet homme, entre autres. Oui. Il avait partie des hommes les plus influents, surtout au début, quoi. Donc non, c'était vraiment, sa mort a été voilà. Donc voilà, pour revenir sur le film en lui-même, donc Metropolis, on se dit on va faire une adaptation, et le projet qui est mis en place au final après la mort de Tezuka est un projet colossal. 5 ans de production, à peu près 10 millions de budget, alors ça paraît pas forcément énorme, mais pour l'époque c'était déjà beaucoup, et surtout dans le cinéma d'animation japonaise c'est un budget énorme, c'était à l'époque le film le plus cher d'animation japonaise jamais produit, et du coup production Madhouse, et petit point Madhouse parce que Madhouse c'est pas un petit studio de rigolo, c'est un studio qui a été créé en 1972 par une partie des déserteurs du studio Mushi. Le studio Mushi c'était le studio de Tezuka justement parce qu'il était il a eu des problèmes d'argent à des moments et son studio a fait faillite, le studio de Tezuka en 73, et du coup il y a des gens qui se sont barrés de son studio un peu avant, et du coup ces gens-là ont créé le studio Madhouse un an auparavant. Ils ont fait quelques petites choses par-ci par-là au début, ils ont surtout été connus au tout début pour Rémi sans famille dans les années 70. Voilà, mais dans les années 70 pas grand-chose de plus pour être tout à fait sincère. C'est surtout après au niveau des années 80 où la direction a un peu changé de direction et ils se sont dit tiens on va partir vers du cinéma plus du cinéma d'animation film et cinéma sérieux, même s'ils ont continué les séries, pour les séries ils en font encore jusqu'à aujourd'hui de manière tout à fait importante et avec toujours autant d'œuvres majeures, pour citer quelques trucs par-ci par-là. Ils se sont occupés de Black Lagoon, de Claymore, de l'adaptation de Monster. Ils ont fait Trigun dans les années 90, qui est aussi un monument de l'animation japonaise dans les animes. Ils ont fait Death Note, ils ont fait One Punch Man, ils ont fait la première série Hunter x Hunter, celle de 2011 à 2014. Voilà, pas mal d'autres animes. Là, en ce moment, ils marchent beaucoup avec Frieren. C'est eux qui font l'adaptation de Frieren. C'est fantastique, Frieren. Voilà, ils font oui, je le vois juste en face de moi, ils font l'adaptation animée en ce moment. Donc ils sont toujours là. Madhouse, ils sont toujours là, tout va bien. Et au niveau des films, à partir des années 80, ça a commencé déjà bien à partir et c'était tout à fait intéressant. Dans les années 80, ils ont fait les 2 Gen d'Hiroshima, donc je vous parlerai peut-être un jour parce que c'est trop bien, Gen d'Hiroshima. On suit le gamin. C'est le mangaka, c'est biographique et tout. Oui. Ouais, c'est ça. C'est Gêne aux pieds nus chez nous, je crois, et il y a le podcast va sortir en décalé, mais il y a une réimpression de ce manga là, je crois. J'ai peur de dire ça sera distribué par Interforum, mais je sais plus la maison d'édition, mais en tout cas manga ultra important. Oui, et l'adaptation, et Madhouse a du coup fait l'adaptation dans les années 80. Alors pour être sincère, je sais que les 2 sont géniaux. J'ai pas pris le temps de voir le 2. J'ai les 2, mais j'ai jamais vu le 2. Mais bref, je sais que les 2 sont. À l'occasion, tu pourras acheter le manga qui sort. Le film déjà est une claque, est une grosse claque, une vision totalement différente de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, enfin surtout de la fin. Quand on voit par exemple le tombeau des Lucioles, qui du coup lui retrace plus les incendies qu'il y a eu à Kobe et non pas la bombe d'Hiroshima. Là c'est vraiment Hiroshima, voilà. En animation, tout de manière différente, mais tout aussi choquant et bouleversant que
que le tombeau des Lucioles, hein, vraiment. Donc ouais, ils ont fait ça dans les années 80. Après, pour citer des choses qui vont parler à des gens, hein, je pense, on a du Wicked City, du Vampire Hunter D Bloodlust, qui est un film magnifique, sorti la même année d'ailleurs, en 2001, comme Metropolis. On a les 2 premiers films originaux de Hosoda. Une fois qu'il est parti des OAV, One Piece, Digimon, il a fait Summer Wars et la traversée du temps, qu'il a fait du coup chez eux. Après il est parti faire son propre studio, et puis bah surtout ils se sont occupés de toute la filmo, que ce soit en série ou en animé ou en film, de Satoshi Kon. Ils ont produit tout Satoshi Kon, voilà. Donc entre 98 et 2006, parce que même sa série Paranoia Agent, ça date de 2003 je crois. Donc tout ça date, voilà. Et donc Metropolis sort en 2001. Donc on est en plein dans une période où Madhouse, c'est genre, t'as le studio Ghibli et t'as pas beaucoup d'autres studios aussi importants, surtout en cinéma d'animation, de film, et Madhouse ils sont là. Et donc c'est pour ça que je voulais mettre un peu quand même de contexte là-dessus. Le film sort à un moment où vraiment ils sont en lumière, et puis en plus c'est ce qui est pas rien, c'est qu'on a aussi les bonhommes derrière. Donc les 2 bonhommes qui ont créé le film, c'est Rintaro et Katsuhiro Otomo. On va d'abord faire un petit mot sur Otomo. Otomo, c'est Akira. Voilà. D'abord en manga en 82, publié pendant une dizaine d'années, jusqu'en 90, du coup sur 8 ans. Une œuvre qui révolutionnera l'approche de la science-fiction et de l'anticipation dans le manga japonais, tout comme Tezuka avait pu le faire auparavant, entre autres avec Astro le petit robot. D'ailleurs, Otomo est aussi peut-être plus connu pour avoir réalisé son film que le manga en lui-même, presque, mais il a fait les deux, il a fait son propre film en 88, et aussi le manga, tout comme Miyazaki avait fait Nausicaa, le film et le manga. Voilà, et donc lisez Akira, regardez le film, c'est trop bien. J'ai pas pris ce film là, mais regardez, c'est trop bien. Il est dans la pile à lire. Ouais. Là tu le dis de manière premier degré parce que tu l'as, juste là je l'ai vu. Oui, on remercie Renaud. Oui, merci Renaud pour ce grand choix. Et pour Rintaro, alors Rintaro, plus vieux, il a commencé à bosser dès les années 60 sur la série et le film Le Roi Léo, pour du coup le fameux studio Mushi, pour Tezuka. Donc il avait déjà un lien avec Tezuka lui. Et après il va surtout continuer son chemin. Et Rintaro va quasiment jamais faire d'œuvres personnelles. Il va faire que des adaptations de manga ou de romans graphiques, des choses comme ça. Il va surtout être connu au début des années 80, fin 70, début 80, pour s'occuper de la série Galaxy Express 999, qui fait partie de l'univers de Albator. Il va faire les 2 films et la série. Donc pour info, Albator c'est un bordel. Il y a 7-8 séries différentes, mangas, qui sont tous interconnectés les uns aux autres, qui se passent à des périodes différentes. Et donc Galaxy Express 999, c'est une histoire avec un train qui se déplace dans l'espace et tout. Et les personnages sont liés à ceux d'Albator. D'ailleurs Albator apparaît, il me semble, dans le 2e film. Bref, c'est tout un bordel. Mais Rintaro s'est occupé de la série d'une 40aine d'épisodes et du film de 79 le premier et de 81 le deuxième. Voilà, il a géré ça. Il va s'occuper d'un film en 83 qui s'appelle Armageddon, qui est adapté de Genma Wars, un autre manga culte des années 80. En 85, il va faire l'épée de Kamui, encore une adaptation de roman épique. Vraiment, il va faire quasiment que ça, Rintaro. D'ailleurs, Armageddon a été fait en collaboration avec Otomo, ça se voit d'ailleurs énormément parce que le design des personnages est vraiment très 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 Otomo, même si c'est, ça rappelle Akira par exemple, même si c'est Rintaro qui l'a réalisé. Du coup, ils ont bossé ensemble 3 fois parce qu'ils ont bossé sur Armageddon, ils ont bossé sur un triptyque de court-métrage qui s'appelle Mani Mani, sorti en 87, où il y en a un réalisé des courts-métrages, il y en a un qui est réalisé par Otomo, un par Rintaro et un autre réalisé par un certain Yoshiaki Kawajiri, qui fait partie aussi de tous ces noms de gens qui font partie de ce petit univers de réalisateurs japonais de l'époque, qui lui a réalisé Wicked City, Ninja Scroll et Vampire Hunter D Bloodlust, dont j'avais parlé un peu plus tôt. Très très bien tout ça, vous voyez tout ça, c'est super bien. Voilà. Donc voilà, ça m'a permis de... Je suis désolé, j'ai beaucoup parlé, ça fait déjà une petite vingtaine de minutes, désolé, mais ça m'a permis de mettre en contexte la création de ce film, pourquoi on en arrive là et qu'est-ce qui fait que ce projet est aussi important. Maintenant qu'on est arrivé là, on va pouvoir parler du film en lui-même. Qu'est-ce que ça donne, ce film? Alors, j'ai cru entendre des échos comme quoi ça n'avait pas fait l'unanimité autour de la table. Faut savoir que moi, j'aime énormément ce film. Évidemment, je trouve ça trop bien, sinon je ne l'aurais pas pris. Donc, je vais essayer de détailler un peu quelques petits points comme ça qui m'ont plu. La première qui m'a choqué, qui m'a frappé quand je l'ai vu la première fois, parce que là, je l'ai vu en tout 3 fois. Une première fois il y a quelques années, et là, je l'ai vu 2 fois pour l'occasion, en 4-5 jours.
parce que j'avais vraiment envie de me mettre à fond dans le film pour bien être capable d'en parler de manière efficace. La première chose qui m'a choqué, c'est l'ambiance générale, que ce soit la musique et l'ambiance visuelle. L'ambiance est assez unique. Vraiment dès le début, le film nous enveloppe dans un monde aux couleurs chatoyantes, bercé par une musique jazz, ce qui est assez fou pour un film presque dystopique. Oui, puis ça revient vraiment à peu près à tous les niveaux. C'est toujours c'est ça la matrice du truc en termes musical, c'est ça. Oui. Jazz, big band. Ouais. Une certaine forme de jazz en plus. Voilà. Oui, alors là, j'ai pas le détail parce que je suis pas du tout spécialiste en jazz, mais c'est un compositeur qui s'appelle Toshiyuki Honda et qui n'est pas un compositeur particulièrement important, on va dire. Par contre, c'est un jazzman important japonais, mais il a fait quelques films, mais il a fait surtout des albums solo et des albums de jazz de son côté, quoi. Donc ils ont vraiment pris un compositeur de jazz pour ça. Ça donne un aspect au film vraiment unique. Et pareil pour l'aspect visuel, hein. J'ai noté pas mal de choses sur l'aspect visuel, je peux les noter, je peux les citer dès maintenant, hein. Donc je disais monde dystopique coloré, c'est assez étrange, on a l'impression dans ce film que les gens, le peuple qui vit dans cette ville, ils aiment bien vivre leur vie même si elle est dure. Ceux qui s'y sont accoutumés parce que ce sont un peu plus des délinquants, ils sont dedans. Les révolutionnaires, ils sont presque des révolutionnaires un peu clichés, parce que du coup on a tout un réseau de révolutionnaires presque à la Che Guevara un peu dont je reparlerai après quand je parlerai du scénario. Il y a même une iconographie du Che, non? Ouais, carrément. Ouais, si. Au niveau du style visuel, on a du coup des personnages qui sont très ronds, ça fait très vieux cartoon. Ça vient vraiment directement du style de Tezuka, hein, qui est repris directement dedans. Oui, il y a plusieurs personnages qui apparaissent plutôt en fond. C'est vraiment la tête du Astro Boy, hein, voilà. Oui, d'ailleurs, il faut savoir que du coup, alors comment il s'appelle déjà, Shun Sakuban, si je ne dis pas de bêtises, donc l'enquêteur, l'inspecteur, c'est le prof de Astro Boy. Donc ils sont liés dans le même univers, etc., etc. Parce que Tezuka a repris aussi ces personnages de plusieurs œuvres. Il l'a foutu dans les autres œuvres. Bref, les MCU n'a rien inventé. Voilà. Pourquoi tu me regardes? Je sais pas. J'ai rien à voir avec l'homme à la casquette. Avec l'homme à la casquette. Ah, Kevin Feige? Oui. Ah, il a un nom. Je savais pas. Donc ouais, non, j'aime beaucoup l'ambiance visuelle, les fulgurances visuelles aussi. On a beaucoup d'incrustations 3D qui passent par-ci par-là, qui montrent la modernité du film, parce que les Japonais aiment beaucoup se moderniser autant que possible et réussir à faire un mélange de choses entre tradition et modernité. Très le Japon. Non mais c'est vrai, il y a pas mal d'incrustations en 3D qui ne me choquent absolument pas. Toi, je sais que Mickaël, ça te dérange peut-être un peu plus, mais non, pas du tout. Pas dans ce film-là. Okay, tant mieux. Dans la planète au trésor, ok, c'est dégueulasse. C'est marrant parce que là, ça m'a moins gêné dans la planète au trésor. Ah. Bah ouais, moi je trouve ça un peu marquant, mais ça me dérange pas dans ce film-là. Ah, après de dire que ça dérange, c'est une autre paire de manches, mais le fait est qu'on les remarque. Ah oui. Et que c'est pas fluide par rapport au reste. Ouais. Voilà, mais bon, après... Je suis pas d'accord avec ça. Et pourquoi j'ai pas quitté ce petit accent? Je sais pas, oui, avec un petit... Non, mais... Tu es mort au début. D'un point de vue 3D et 2D, c'est pas déconnant, moi je trouve. À la limite, si je me suis arrêté dessus, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a dû me... Je trouve que c'est visuel, mais en plus on en voit dès le début. On a cette première scène au tout début où il y a Duke Red du coup qui parle depuis le sommet de la Ziggurat, là, ce fameux bâtiment très biblique. Je reviendrai d'ailleurs sur ce point biblique. Mais on a d'abord ce plan où ils discutent et après on arrive directement avec la musique jazz qui explose, le mot Métropolis qui apparaît au milieu de l'écran et on a des espèces de dirigeables qui du coup s'approchent de l'écran en 3D. Donc c'est vraiment des premiers trucs qu'on voit. Surtout que le film a tendance à avoir des contrastes très marqués. Les couleurs sont très vives, les moments les endroits de pénombre sont très 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 marqués. Il y a même des moments où tu te dis mais j'ai mal réglé ma télé ou le fichier il est tout pourri, voilà. Et en fait non pas du tout, c'est vraiment voulu. Le film est très sombre souvent. Oui. J'allais juste te dire que pour moi visuellement c'est une sacrée branlée quoi. C'est vraiment magnifique, ça foisonne de partout. On a l'impression que, j'espère pas te couper l'herbe sous le pied, mais chaque personnage a un peu on dirait que chaque personnage même en second plan a sa vie, un peu comme quand j'allais faire le parallèle avec ce que tu nous avais dit sur Le vent se lève avec
avec ce fameux plan de foule où ça avait mis une année complète. Il a mis 1 an et 3 mois à faire un seul plan. Bon, ils voilà, ont pas bossé de manière d'affilée, mais voilà. Il avait dit à ses troupes, ses salariés justement d'inventer une vie à chacun et que chaque personnage avait sa vie. Et là vraiment visuellement, on a vraiment cette impression. Ouais, il y a de ça. Bah, de toute façon, c'est très c'est super chouette visuellement. Ouais, moi je trouve vraiment le film vraiment fascinant du début à la fin, et j'aime aussi beaucoup, du coup je disais on va dire ces fantasmagories, ces fulgurances. Il y a un design assez steampunk par-ci par-là. Il y a des passages ouais, du coup les fulgurances visuelles dont je parlais, oui, il y a des moments avec Tima par exemple, donc la jeune fille, où elle est vraiment iconisée, presque déifiée au niveau de la lumière, de la couleur, hein. Ça rappelle presque des affiches de propagande des années 30. Ces plans où elle est genre vraiment dans la lumière, c'est trop saturé, il y en a vraiment beaucoup. Oui, on a et tout. l'impression que c'est un ange. Voilà, bah il y a un oiseau qui se pose sur elle à un moment dans le film, elle est sur une espèce de toit, et là il y a la lumière qui vient sur elle, un oiseau se pose sur elle, et vraiment c'est des plans que je trouve vraiment d'une beauté folle. Et pareil pour toutes les fulgurances il y a des plans de tir au ralenti, il y a beaucoup de moments où il y a des ralentis où la caméra se virevolte, elle se balade. Je trouve que ça donne une patte, qu'il y a quelque chose en fait. Il y a plein d'éléments que je viens de citer, entre la musique, l'ambiance visuelle et tout, il y a plein d'éléments qui fait que le film ne ressemble à rien d'autre de ce qui se faisait à l'époque. Et je trouve ça trop cool. Vraiment j'aime beaucoup ça. Le travail des couleurs dans les bas-fonds par exemple, avec des trucs très saturés. Il y a des plans où je me souviens d'un plan qui m'a marqué où c'est à la fois vert et rouge. Il y a le fond est rouge et l'avant est vert, ou c'est l'inverse, je sais plus. Mais bref, j'aime beaucoup ces moments où le film il propose des palettes de couleurs très puissantes. Ça a du cœur, il y a ça du corps, il y a quelque chose quoi que ça respire beaucoup. J'aime beaucoup ça, d'une envie de vouloir faire quelque chose de différent quoi. Et puis ouais, il y a le nombre de détails, le nombre de rappels. Alors j'avais parlé du fait que le film était le manga originel était au final peu inspiré par Metropolis, l'œuvre originelle de Fritz Lang, parce que il s'était juste inspiré d'une image. Là pour le film de 2001, ils se sont plus inspirés du alors pour le scénario, il y a quelques ajustements qui ont pu être faits, et puis pour les visuels, il y a beaucoup d'inspiration visuelle du film de 1927 qui ont été repris dedans, pour des grandes statues, des grandes places par exemple, des choses comme ça. C'est vrai que le film de 27 est très épuré, il y a des grands endroits, des grandes zones. Là on retrouve ça aussi dans ce film là, qui devait être certainement moins marqué dans le manga de Tezuka, parce que c'était pas un mangaka connu pour faire des dessins foisonnants, c'était plus assez simpliste, un peu cartoonesque, etc. Donc c'est eux qui ont eu, c'est Rintaro vraiment qui a eu l'idée, qui a eu l'envie de faire quelque chose aussi foisonnant. On le voit dans les bas-fonds, dans ces espèces de petits bouges, le billard. J'aime beaucoup aussi cet l'hôtel où ils vont avec le Shun Sakuban, là, l'enquêteur, et Mira, la petite fille là, quand il la récupère, et qui vont dans un hôtel. En fait, ils sont dans tu te rends compte qu'ils sont dans un wagon en fait. L'hôtel, c'est une gare désaffectée où ils ont juste réhabilité les trains pour en faire des chambres d'hôtel quoi. Et ce n'est jamais genre évoqué, ce n'est jamais genre explicité, on s'en fout presque, c'est juste visuel, et ça donne quelque chose que ouais qui oscille entre la dystopie, le steampunk un peu, genre c'est et puis ça foisonne de couleurs, du coup c'est pas quelque chose qui normalement va avec ces deux choses là, donc je trouve ça fou et j'aime vraiment beaucoup ça visuellement. Donc voilà, je sais pas si vous avez des choses à dire sur les visuels, parce que je vais revenir après sur le scénario. J'ai rien de plus à rajouter que je t'ai dit tout à l'heure, mais ouais, il y a des petits moments comme ça où vraiment ça sort du lot quoi. Ouais. On est là, ok, là c'est pour l'image là. Là, les mecs ils aiment l'image. Ouais, donc je conseille fortement le film aux gens qui aiment bien l'animation japonaise entre autres, et qui aiment bien voir des films où il se passe des choses intéressantes visuellement, que le film est l'animation en général, parce qu'à mon avis il y a de quoi manger, comme on dit. Ouais, c'est très bien niveau visuel. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire. Je crois que j'ai déjà assez dit de choses dessus. Et ensuite, là maintenant, je vais surtout parler de l'écriture du film en lui-même. Alors, je voulais faire un point dessus. Je fais juste une virgule. Je vais faire un point dessus, et je me rends compte que j'ai oublié d'aller plus en détail. J'adore la VF du film. Du coup, je l'ai vu en VF à chaque fois. Moi, du coup, je ne comprends pas, Mickaël, tu regardes tout est fait en VF. Cette fois-ci, tu l'as vu en VO. Je ne comprends pas ce move. Mais parce que la VO était automatique. Ok. Bon, il y avait la VF avec normalement, mais
Bah oui, parce que moi je l'ai vu en VF. Parce que pour le coup, moi je l'ai vu en VF. Je regarde tous les films en VO et là, l'animation. Mais après, moi je suis. Ça va. Moi, mes animés, des fois, je les regarde en VF, oui, c'est vrai. En VO. Oui, c'est vrai que tu regardes beaucoup d'animés, donc. J'ai aucun attachement à la VF ou la VO. Moi, là-dessus, je suis un peu tout terrain. Bah, je voulais prendre quelques noms et tout. Au final, j'ai oublié de le faire, mais donc j'ai pas plus de matière que ça. Je suis navré, mais vraiment, hésitez pas. Pour les gens qui hésitent, si vous aimez bien, par exemple, si vous avez regardé des Ghibli, des choses comme ça, et que vous aimez bien ces films-là, entre autres parce que la VF est qualitative, on est sur le même genre de qualité. Même genre de travail accordé à la VF, de soins accordés à la VF, elle est vraiment très très cool, avec plein de noms qu'on connaît et de voix qu'on connaît et qui font vraiment très plaisir à réentendre. Donc oui, VF, n'hésitez pas pour ce film-là, je l'aime beaucoup. Mais du coup, je vais surtout terminer sur mon gros point final qui va être l'écriture du film, que j'aime énormément. Donc là je vais devoir spoiler full même si c'était déjà un peu prévu, mais je vais devoir spoiler quelques éléments. Donc c'est une écriture qui est très mythologique, voire même biblique, ce qui est logique en lien avec la fameuse tour de Babel, le lien avec donc ils appellent ça la ziggourate, qui du coup est un bâtiment parmi l'œuvre liée à la tour de Babel dans la Bible. De ce que j'ai compris du film, comme il l'explique, c'est que la tour de Babel était une grande ziggourate. Ouais, voilà. L'objet architectural existait déjà, c'était juste des prémices de bâtiments en hauteur, mais ça n'atteignait jamais des hauteurs folles. Et dans l'imaginaire biblique, c'était la tour de Babel, c'était l'exagération complète de ce concept-là pour tenter d'atteindre Dieu. Oui, voilà. Dire qu'on peut faire aussi bien que lui. Ouais. C'est pour ça qu'ils sont châtiés, voilà. Ouais, donc dans ce film-là, il y a pas trop de lien avec Dieu, mais il y a plus un lien avec le fait de devenir un dieu, une forme de dieu plus. Donc ouais, non, j'aime beaucoup l'écriture parce que on a par exemple un soulèvement populaire dirigé donc par Atlas, c'est comme ça que s'appelle le personnage, qui est un espèce de genre de Tché du futur, voilà, il s'habille comme le Tché, voilà. Donc il représente le symbole d'une révolution humaine qui a peur de se faire manger, on va dire, par les robots et par les puissants. En même temps, on a un coup d'État totalitaire qui est infanté. Oui, je sais pas si ça se dit. Oui. Intenté, peut-être plus. Intenté par Duke Red, qui va du coup mater directement la révolution, Atlas, etc. D'ailleurs, le film est souvent cruel. Il y a plein de personnages qui meurent. Atlas va mourir vraiment. Je vais peut-être dire une bêtise, mais on est d'accord. Atlas, c'est le dieu romain. Et du coup, c'est celui qui porte le monde sur ses épaules. Il y a peut-être une logique. Oui. Je dis peut-être des bêtises. Tout à fait possible. Tout à fait possible. Dans la mythologie, oui, c'était. C'est romaine, ou c'est grec. Grec, je crois bien qu'Atlas c'est grec. La mythologie romaine a puisé abondamment dans la mythologie grecque. Ouais, mais le nom Atlas, il me semble que c'est la mythologie grecque. Ils ont évolué en parallèle aussi, mais globalement, Atlas c'était en grec, oui. Okay. Ouais. Il me semble bien, effectivement. Et oui, c'est un dieu qui porte, je sais plus le dieu de quoi c'est. Oh alors là, j'ai pas, c'est une réflexion que je me suis pas faite, donc bien joué, j'aurais dû me le faire. Voilà. Mais du coup, la thématique du soulèvement populaire égale, voire même surpasse une émancipation de robots, parce qu'on a du coup les robots, et on s'attendrait dans ce genre de film à ce que les robots aient une place importante dans l'histoire, et en fait pas tellement. L'émancipation des robots, qui est quelque chose qu'on voit beaucoup dans ce genre de film un peu de traitement de SF, je parlais de Ex Machina ou de Blade Runner, des choses comme ça, où le lien entre l'humain et le robot, est-ce que les robots ils ont une âme et tout, c'est quelque chose qui n'est pas du tout abordé. Commence l'humanité, où s'arrête-t-elle? Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas du tout abordé dans ce film-là. Au final, les robots sont plus des esclaves, qui sont presque plus proches des chiens que des hommes. D'ailleurs, il y a un des robots qui accompagne le Shun Sakuban et son neveu au début du film, qui l'appelle Médor, parce que pour le coup, pourtant c'est un humanoïde, lui. Oui, c'est un humanoïde, mais ils expliquent que d'après la Convention des droits de l'homme, quelque chose comme ça, ils expliquent que les robots n'ont pas le droit d'avoir de nom humain. Voilà. Et donc on est vraiment dans un univers où ils ont fait la distinction, et ils veulent pas que du coup ça parte en couille au niveau des robots. En VO, c'est pas Médor. En français c'est Médor. Je sais pas quand. Bah non, mais non. En VO, de toute façon, il lui donne un nom, et au final, il lui dit, le gamin lui dit, mais c'est pas le nom de ton ancien chien. Oui. Si, mais ça ira très bien. Oui, voilà. En VF c'est ça, mais il appelle Médor en VF. Pareil pour Fifi, qui est un espèce de, alors du coup c'est le robot quel, du coup, je sais pas quel nom c'était, mais c'est le robot un peu ménager qui. En japonais je crois que c'est Fifi. Ah bah écoute, voilà. Voilà. C'est Fifi aussi
en VF. Au final, le traitement des robots revient vraiment seulement sur la fin, mais presque en tant que force presque divine. Ça, du coup, c'est l'équivalent du châtiment divin qui devrait arriver par rapport à la tour de Babel biblique, où là, il s'est approché de Dieu et du coup, ça se détruit. Et là, dans le monde dans lequel ça se passe, c'est vraiment l'envie en fait donc on comprend pour expliquer un petit peu du coup là il va falloir spoiler pour expliquer un peu mais qu'en fait Duke Red voulait on va dire assainir le monde et pour faire ça il a du coup créé une machine qui permet d'avoir une connexion sur le monde entier on va dire et il avait besoin du coup de sa petite fille humanoïde androïde donc j'allais dire Tifa, mais Tifa c'est dans FF7. C'est Mira, pour qu'elle puisse Tima, pardon. Oui. Merci. Tima pour qu'elle puisse du coup contrôler, on va dire, et devenir du coup une espèce de maître des robots, on va dire, et qu'elle puisse, on va dire, assainir un peu. Voilà, qui servirait de catalyseur finalement au fonctionnement de l'ensemble. Ouais. Voilà, pour devenir un peu le maître du monde. Voilà. Oui, en gros, c'est le grand Thanos, quoi. C'est un peu ça effectivement, sauf que ça va se retourner contre lui parce que le problème c'est que déjà dans un premier temps cette fameuse Tima a été conçue par un homme qui n'a pas voulu lui donner exactement l'aspect que voulait Duke Red, c'est-à-dire qu'il voulait il lui a donné plus d'humanité que prévu et en plus sa naissance s'est fait dans des conditions qui n'étaient pas prévues à la base, c'est-à-dire qu'elle était née prématurée, on va dire, en tant qu'elle n'était pas finie et du coup elle a une faille en elle qui est qu'elle a de l'humanité. Et quand elle est née, elle a rencontré un jeune garçon du même âge qu'elle, qui ne savait pas que c'était un robot du tout, qui n'avait aucune idée. Du coup, il l'a considérée comme une être humain normal. Et comme elle venait de naître, elle n'était pas consciente qu'elle était un robot. Donc elle a juste cru qu'elle était un humain normal, comme le laissait penser la personne qui était face à elle. Je sais pas pourquoi je la mets genre depuis tout à l'heure. D'ailleurs, quand elle apprend qu'elle est robot dans cette fameuse scène que tu évoquais tout à l'heure, dans cette scène avec le wagon et avec... Oui. Pour moi, c'est la plus belle scène du film. C'est celle que je retiendrai le plus. Ouais. Elle est vraiment très très chouette comme scène. Ouais. Voilà. Et très touchante. C'est vraiment super chouette. Il y a plein de scènes que j'aime. En fait, j'aime bien le film dans son entièreté. C'est un film qui a un rythme que j'aime beaucoup. Moi, où j'ai un peu plus... je suis moins client du film que toi. Donc, c'est pour ça que je retiens quand même certaines scènes. Et je suis pas dans le truc de c'est nul ou c'est bien. Non, il y a des trucs que j'aime bien quand même. Ouais. Même si, globalement... d'un point de vue scénario, je me suis un petit peu ennuyé et il y a eu un petit manque d'implication envers les personnages en général, parce que tu l'as évoqué tout à l'heure, il y a pas mal de personnages qui meurent. Oui. Ils meurent un petit peu dans l'indifférence pour moi. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et d'un point de vue écriture de personnages, je trouve que c'est assez... alors, faible, c'est quand même assez dur comme mot, mais ça aurait mérité peut-être un peu plus d'écriture, pour un peu plus d'implication du spectateur. Les personnages qui sont peu écrits sont éliminés beaucoup, hein. Après il y en a pas tant que ça qui meurent, mais il y en a quelques-uns quand même. Mais il y a les personnages qui complotent un peu derrière, le président, tout ça, le président Boom, il me semble qu'il s'appelle, quelque chose comme ça. On a du coup l'espèce de Che Guevara, donc Atlas là, qui fait sa part. Il apparaît, il explique voilà, et donc il lance une révolution, sauf qu'il se fait retourner la gueule tout de suite, et voilà. Même le robot, la mort entre guillemets de Tima à la fin, j'en avais rien à foutre. Ah ouais, non, ça m'a pas retourné du tout. Ça m'a pas retourné du tout. J'ai juste fait Voilà. Ah ouais, non, moi pas du tout. Je suis le seul à avoir ressenti ça autour de non. Oui, non, je pense que voilà, je vais être tout seul, hein, mais c'est pas grave. Mais non, mais moi j'aime beaucoup ce côté-là où le film est assez un peu cruel, hein, sur certains bords par rapport à ça. Pour continuer sur l'écriture du film et des personnages en eux-mêmes, j'aime beaucoup le fait qu'au final le destin du monde repose dans la relation qu'il y a entre un père et son enfant, enfin ses enfants pour être précis. Du coup le père Duke Red pardon, qui du coup a fait renaître sa fille morte. On sait pas de quoi elle est morte,
morte, mais il la fait renaître, ce qui est quelque chose qui s'approche du divin et qui devrait pas être fait, on va dire. Et puis aussi le personnage de Rock, son fils adoptif en particulier, qui est vraiment, c'est vraiment un point de bascule que j'aime vraiment beaucoup dans ce film-là. En gros, Rock, c'est du coup il dirige les Malduke, qui sont la fameuse milice qui a été créée par le père Duke Red là. Donc il dirige cette milice-là et du coup il obéit aux ordres de son père et on va dire qu'il manœuvre la ville d'une main de fer. Et du coup en fait il fait vraiment tout pour son père par amour, sauf que il aime pas l'idée que son père laisse le monde aux mains d'une androïde. Parce qu'il sait que la personne qui va faire renaître a l'aspect de sa fille, mais que ce n'est pas sa fille. Sa fille, elle est morte depuis un moment, et même si elle en a l'aspect, c'est plus la même personne. Oui, voilà déjà. Et puis parce qu'il est jaloux aussi. Il est totalement jaloux. Il y a aussi un espèce de racisme envers les robots. Oui aussi. C'est-à-dire qu'il est même jaloux. Il y a absolument aucun moment où on le montre autrement que jaloux en fait. Oui. Voilà, ouais, non, et du coup, en fait, il va tout faire par amour pour son père en espérant lui faire plaisir, mais il ne va jamais lui faire plaisir, et même si son père lui fait comprendre que ça ne lui fait pas plaisir, il va continuer quand même, parce qu'il pense que c'est ce qu'il faut, et que voilà. Et donc il veut faire que le bien par amour pour son père. Il va tuer le docteur qui était en train de terminer la construction de sa fille, de sa nouvelle fille adoptive, de Tima. Voilà, de Tima. Il va lui mentir sur le sort de Tima aussi. En même temps, il va tenter d'éliminer Tima, ce qui son père ne serait pas trop d'accord avec ça. Voilà. Et au final, il va même se retourner contre son père directement, sans pour autant changer d'objectif. Il veut toujours le bien pour son père, l'aider. Il pense toujours que c'est lui qui doit diriger le monde, etc. Mais pourtant, il va carrément se retourner contre lui. Donc quelque chose de très mythologique, très biblique, d'affrontement père-fils, qui moi me parle beaucoup et fonctionne vraiment beaucoup, hein. Même du coup son geste final, parce que c'est même lui qui va déclencher la fin de tout en appuyant sur le bouton d'autodestruction de la ziggourate pour ne pas que son père soit tué par un retournement des machines causé par Tima qui s'est retourné contre tout le monde et tout. Donc au final on a vraiment une explosion finale et la mort de quasiment tout le monde. Voilà, très biblique et très mythique, mythologique, c'est quelque chose que j'aime bien, ça, le fait que vraiment on ait une relation de quelques personnages qui impactent le monde entier. Moi ça me parle, j'aime bien ce genre de choses là. Bah pour le coup ce que ça démontre, enfin c'est jamais que la même chose que le mythe de la tour de Babel, c'est la punition du péché d'orgueil. Ouais. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Et l'orgueil plus ou moins même bien placé de tous les personnages se trouve en tout cas, les antagonistes, on va dire, se trouvent rincés, quoi. Bah, du coup, ça me permet juste de faire un petit lien avec l'une de mes séquences préférées du film sans aucun problème. J'avais complètement oublié en revoyant. C'est le moment où le fameux Rock appuie sur le bouton à la fin du film. Ça déclenche l'explosion qui, du coup, se fait sous la musique I Can't Stop Loving You de Ray Charles, qui, du coup, résonne et va accompagner toute la fin du film avec du coup la mort de Tima, l'explosion de toute la zone et tout, et du coup le sens de la musique avec du coup les séquences, la mort du fils, la mort de tout le monde. Enfin c'est quelque chose qui, je trouve cette séquence folle à lier. Vraiment quand j'ai revu le film j'étais mais c'est trop bien ce passage, c'est fou. Alors j'ai pas rebondi tout à l'heure quand tu as commencé à parler de la musique un peu jazzy et que c'était une musique pas souvent utilisé pour une vision, enfin pour accompagner une vision futuriste. Ouais. Ça aussi, ça a pas aidé dans ma vision du film. Alors peut-être que je suis beaucoup trop matrixé par tout ce que j'ai pu voir avant et je l'ai trouvé hors sujet. Je l'ai trouvé alors hors que sujet, justement je la trouve pas du tout hors sujet, ouais. Mais c'est encore une fois c'est ma vision à moi. Mais il y a vraiment ce ressenti de bah qu'est-ce que ça fout là, putain, c'est joli ce que je vois, mais ça manque, ça manque je trouve que l'ambiance visuelle basique, et d'une ambiance sonore qui représente à merveille l'image que je vois. Ah ouais, je suis pas du tout d'accord. J'ai vraiment eu ce ressenti là. Alors là,
Là, pour le coup, je suis d'accord avec toi. Quentin, pardon. Oui. Là, tu vois, Mika, bon, sur notre ressenti sur le film, on est quand même très proche, là, pour le coup. Par contre, sur la musique, je suis pas d'accord du tout, pardon. T'en as parlé tout à l'heure, j'ai pas voulu rebondir à ce moment-là. Bon, je le place maintenant, parce que du coup, là, je me range de ton côté, mais moi, la bande-son, je l'ai trouvée vachement originale pour un film d'animation. En décalage, oui, mais du coup, ce décalage, alors après, comme quoi le ressenti, hein, ça repose sur plein de trucs, et puis c'est parfois sur le fil, pour plein de raisons. Moi, j'ai trouvé que ça collait vachement bien. C'est un des gros trucs positifs que je retiens du film. Il y en a pas tant que ça, des trucs qui m'ont vraiment emmené vers le bon côté. Et moi, la bande son, je l'ai trouvé vraiment, vraiment chouette. Honnêtement, c'est un des points forts du film. Donc là, pour le coup, c'est pour ça que j'interviens là maintenant. Là, je me fais défenseur je suis de ton côté, Quentin. Alors, j'ai absolument pas dit qu'elle était pas bien. Non, je sais, Mika, mais elle t'a dérangé, elle t'a pas emmené. Moi, c'est presque l'inverse. Elle aurait pu sauver, bon, pas suffisamment, malheureusement. Oui, elle t'a permis de raccrocher pour aller jusqu'au bout. Moi, la musique, c'était un gros point positif. Je me dis, il y a un truc, le mélange image, ambiance avec ce que je suis en train d'entendre, ouais, il y a une espèce d'audace, c'est pas commun, il y a eu un truc, il s'est passé un truc. Le jazz, c'est une musique qui est riche, il se passe plein de choses à l'oreille. Le jazz, en général, j'en ai à peu près rien à foutre, et que le jazz, ça a vite fait de me gonfler. Tu vois, c'est ça qui est vraiment. Moi, j'aime bien ça, donc. Il y avait un truc qui fait, ça a fonctionné. C'est une musique que j'aime bien déjà d'une. Je trouve que c'est une musique qui est très foisonnante. Il y a plein d'instruments, il se passe plein de choses et ça va de pair avec le visuel qu'on avait quoi. Vraiment le film, il y a beaucoup de moments où c'est extrêmement foisonnant quoi. Il se passe plein de choses à l'écran, c'est très coloré. Il y a des moments où la musique jazz est plus posée. Ça rappelle un peu le côté un peu film noir hein, quand on est vraiment dans les bas-fonds. Je trouve que c'est vraiment pile en rapport. Et ouais, du coup, cette scène finale d'explosion avec le morceau de Ray Charles, je trouve que c'est vraiment l'apothéose de ça, quoi. Il y a vraiment ce côté où le film raconte quelque chose d'assez sombre, mais avec un côté presque pas joyeux, mais on n'est pas dans ça s'apitoie pas, on n'est pas sur quelque chose qui va aller, tout n'est pas sombre, c'est une espèce d'entre-deux et du coup ça s'amuse, ça il y a quelque chose comme une explosion de joie presque, c'est très une espèce de dichotomie que j'aime vraiment beaucoup et qui ressemble à rien et ça je trouve ça vraiment trop bien et puis en plus ça va au bout des choses quoi, on pourrait croire que Tima pourrait survivre à la fin mais non elle tombe quand même. J'ai pas trop parlé, alors j'aime beaucoup les visuels mais même l'animation de manière générale je l'aime beaucoup, surtout dans les moments très physiques où les personnages se déplacent, les ralentis, les coups qui se donnent quand ils s'attrapent et tout, c'est très fluide le côté rond et tout donne un côté que j'aime vraiment beaucoup je repense à ce plan où il attrape son bras avant qu'elle tombe là. Ouais, il y a quelque chose qui est très fluide et que je trouve vraiment agréable. Enfin, ouais. Ouais, c'est beau, mais je me fous complètement de ce que ça raconte. Moi, ça m'a pas emmené, mais c'est moi, hein. Vraiment, ouais. Là, c'est même pas inhérent au film. Je sais pas si le film est bien ou pas dans l'absolu. Moi, du presque début jusqu'à la toute fin, j'ai rien à faire de ce que ça me raconte. Mais vraiment, ça m'a pas emmené. Alors, tu disais tout à l'heure, Mika, la mort de Tima, ouais, c'est comme ça que s'appelle la fin de Tima, je m'en fous. Et je vais enfoncer le clou, c'est que ça dure. Et que j'étais presque content que ça finisse, parce que le final, moi je trouve que ça tire en longueur, hein. Je m'étais noté dans les 3-4 points, là, le final, allez les gars, ouais, c'est bon, on a compris, on enchaîne un petit peu. Moi, tout le final, surtout que ça finit un peu avec de la pyrotechnie, machin, finalement ça finit dans quelque chose d'assez classique, alors que une bonne partie du film m'a montré des trucs pas si courant que ça, même dans le film d'animation. Alors, je connais moins bien le film d'animation que toi, hein, Quentin, t'en as vu plus que moi, voilà. Mais j'ai trouvé qu'il y avait une proposition assez originale dans ce qui est montré et tout, vraiment, visuellement, je l'ai pas encore dit, je le dis là, ça a été dit 25 fois par vous, visuellement, le film est superbe. Vraiment, ça, il y a pas de problème, l'animation, tous les couleurs, il y a un taf de malade, c'est vraiment chouette. Moi, c'est juste vraiment un problème avec l'histoire, avec ce que ça me raconte. Je m'en fous. Ça m'a pas intéressé, ça m'a un peu paumé par moments, alors que l'histoire est pas spécialement compliquée, hein. On peut pas dire. Si tu suis vraiment le truc, bon, je l'ai regardé, le film est pas hyper long, il fait 1h45, ça va, c'est raisonnable là-dessus.
Mais à aucun moment ça m'a accroché. Et c'est pas faute d'avoir voulu, hein, parce que je me suis dit, mais tiens, c'est beau. C'est quand même dommage que ce soit si beau et que ça ne m'emmène pas. Et ça n'a pas voulu. À aucun moment. Ouais, bah, c'est une question de goût sur certains types d'histoires. C'est même pas sur l'histoire qui me me parle. Moi, mon ressenti, peut-être que si je le revois dans quelques années, là, je me dis, ah, il y a un truc. Ah, finalement, ouais, un point d'accroche ou un autre. Là, ça a pas marché. Vraiment. Ouais, moi j'aime bien ce genre d'histoire où on raconte des petits trucs dans un. C'est marrant, je viens d'y penser comme ça, mais il y a un petit côté Roi et l'oiseau aussi. Où on suit un couple, en tout cas de personnes qui vivent dans un endroit très totalitaire, voilà quoi. Donc c'est encore une fois une inspiration pas anodine pour les Japonais, ils aiment bien le Roi et l'oiseau. Voilà quoi. Mais sinon moi après de mon côté moi j'aime bien le rythme du film. J'avais envie de faire, alors c'est un parallèle curieux, j'ai réfléchi à me dire est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas, mais je vais le faire vite fait. Il y a un film qui m'avait marqué au revisionnage qui n'a rien à voir, hein. C'était Star Wars épisode 3. Donc celui de 2005. Oui, rien à voir. Hein. Mais c'est qu'en le revoyant, parce que je l'ai vu beaucoup ado, c'est un film que j'aime énormément, c'est un film qui fait partie de mon top 50 aujourd'hui sans problème, j'aime vraiment beaucoup de films. Mais il y a une période où j'ai arrêté de le regarder parce que je suis devenu adulte et j'ai fait des trucs et puis j'avais plus les DVD, bref. Pendant plusieurs années, je les ai pas revus. Je revois un jour, 5-6 ans après, le 3, et je me rends compte de quelque chose, c'est que le film, il se passe beaucoup de choses et que la scission vers, on va dire presque le climax du film, elle est très tôt, voire même avant le milieu du film, hein, sans spoiler les Star Wars épisode 3 en détail, mais le fameux Ordre 66 qui fout la merde, on va dire, dans l'histoire, c'est au bout de même pas 1 heure de film, alors que le film fait 2h20, quelque chose comme ça. Et après ça, c'est la merde, hein. Il y a des combats, il y a des machins et tout. Et le film, du coup, a un espèce de climax sur la durée très longue qui fait vraiment apothéose, que j'aime énormément dans ce film-là, qui est beaucoup plus raté et un peu la même chose dans le 9, Star Wars 9, mais alors c'est complètement raté dans le 9. Oui. Voilà. Et dans Endgame aussi. Je valide. Fuck yourself. Absolument pas de quoi vous parlez. Chinois pour moi. Globalement, on parle de films pas très bons. Voilà. On cherche pas. Bref. Te casse pas la tête. Mais du coup, c'est pas du chinois, c'est du américain. Oui, et là, on va revenir à du japonais. Et là, en l'occurrence, si je faisais le parallèle avec ça, c'est que je trouve qu'il y a un peu la même chose avec Metropolis. C'est-à-dire que dans le sens où le moment où il y a la révolution, où Atlas lance sa révolution et qui se fait mater par les robots, par les Malducs, pardon, et que du coup il y a le Duke Red qui prend le contrôle de la ville, etc. Avec cette scène dans les escaliers avec la neige, etc. Là, cette scène-là, et elle est pas si tard que ça dans le film. On est à la moitié, quelque chose comme ça. Vraiment, j'aime beaucoup ce côté où le film. Alors moi, c'est quelque chose qui m'a plu. Le fait que le film, et on arrive dans une séquence où on se dit bon, on arrive au climax là, au niveau de ce qui se passe, c'est la guerre, machin. On arrive dans un récit classique. On arrive là, et en fait non, il y a encore une séquence après il se fait capturer, il s'échappe, il y a un nouvel affrontement, et après ça il s'affronte ailleurs, et puis ça finit dans cette explosion générale et tout. Moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé, et ce qui fait que j'aime beaucoup le rythme du film. Il est court, il est efficace, et il se passe beaucoup de choses, et je me suis beaucoup attaché à tous ces petits personnages, même si j'ai pas un amour total, j'aime trop l'ambiance, tout ça. Je trouve qu'il y a vraiment un côté il y a d'autres films, vous connaissez mon amour pour Miyazaki me fait beaucoup plus facilement chialer. Là j'ai pas spécialement chialé dans ce film, c'est juste que j'ai l'impression quand je regarde ce film d'être face à une œuvre formellement incroyable, fascinante sur trop de points pour que je l'aime pas. Vraiment l'écriture, le côté mythologique, le côté biblique, les visuels, la musique, certaines séquences que je trouve folles dans l'animation, tout ça, tout ce que j'ai en fait cité depuis tout à l'heure, ça fait que vraiment je trouve ce film exceptionnel. Voilà. Ok. Voilà. Non, mais, par contre, moi, tu vois, ça me donne grave envie de découvrir l'œuvre de Tezuka qui raconte pour voir si j'ai autant rien à foutre des personnages ou justement si ça marche un peu mieux sur le format papier. Sachant que tu t'as dit qu'il y a eu quelques libertés prises sur le scénar. Quelques libertés prises sur le scénar et aussi des visuels beaucoup plus marqués là dans la version de Rintaro. D'accord, ouais. Parce que Tezuka, c'est sobre. Hein, oui, mais ça je sais. Oui, les personnages évoluent plutôt sur fond blanc, en fait. Oui, beaucoup, ouais. Ouais, beaucoup. Mais du coup, ouais, ça m'a au moins donné l'envie de découvrir l'œuvre de Tezuka ok. À l'origine de ce film. Mais en tout cas, visuellement, c'est une branlée. C'est écoute, une tant super mieux déjà. Vitrine pour ce studio qu'on n'avait pas forcément besoin, parce que t'as dit que ils ont fait quelques trucs un peu sympathiques. Ouais, Madhouse, voilà. Du coup, ça n'a pas forcément été une réussite. Le côté énorme projet a pas forcément. Ouais. En fait, on arrive même à une période un peu. À part Satoshi Kon qui a continué à faire des gros succès, surtout au niveau
succès critique, pas forcément populaire, un peu, mais pas forcément tant que ça. Non, on voit même du côté d'Otomo, ça se casse même plus la gueule parce qu'il avait fait Akira en 88 pardon, et là on est en 2001 et 3 ans plus tard, il réalisera tout seul. Enfin, il avait déjà commencé à faire le projet parce que le projet a duré 10 ans. Steam Boy en 2004, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Bah, je l'ai vu hier soir et je trouve ça moins réussi, c'est plus Bah, moi, l'univers me parle plus. Ah bah, alors visuellement, Metropolis est plus impressionnant. Ouais. Mais j'avais trouvé ça pas mal. Alors, moi, j'avais vu aussi attends, c'est lui ou pas? Il me semble Avalon. Non, je crois Film pas. live. C'est pas Otomo, ça? Non, je crois pas. Peut-être, mais ça me parle pas. Il me semble. Dans ces années-là, un film live, un truc visuellement qui complètement improbable. En vrai, peut-être, hein, je connais pas bien la filmo d'Otomo d'après, mais c'est possible, faudrait vérifier. Oui, du coup, après vérification, non, c'est pas Otomo, c'est Oshii, mon cher. Mamoru Oshii. Mamoru Oshii, du Ghost coup. in the Shell et compagnie. Ouais, je savais que c'était un grand nom. Voilà, comme je n'avais plus du tout Oshii en tête. Oui, maintenant que tu le dis, ça me reparle Avalon. Il a fait ça entre Ghost in the Shell 1 et Ghost in the Shell 2. Le souvenir que j'en ai. Ghost in the Shell. Ghost in the Shell 2. Ah, pardon. Oui, pardon. Qui est sorti en 2003 ou 4, une connerie comme ça, le deuxième. Donc c'était pile entre les deux Avalon. Bah du coup, d'ailleurs, mon cher Bâton, tu es le seul qui n'a pas encore trop probablement parce que j'ai pas grand chose à dire, ni grand chose d'intéressant. Je me situerai un petit peu dans le sillage de mon compagnon d'armes David, c'est-à-dire que je suis pas du tout rentré dedans. La musique, j'aime bien. Mais c'est de la musique que je pourrais écouter surtout à côté. J'ai pas besoin d'avoir un film pour écouter ce genre de musique là en fait. Le côté visuel, c'est vrai que c'est chouette, y a pas de problème. J'ai eu un petit problème avec les concordances 2D 3D sur certains passages, mais bon. Michael m'a assuré que c'était pas vrai, donc je m'en remets à lui. Je t'ai pas assuré que c'était pas vrai. Je t'ai dit que moi je ne pensais pas comme toi. Oui, tu m'as dit que c'était pas vrai, donc mais c'est pas grave. Ah, j'ai l'impression qu'on l'entend, ce petit... Non, mais il m'a tapé. Il l'a tapé dans le dos. Blague à part, j'ai trouvé qu'il y avait des moments d'ellipse complètement hallucinants dans le parcours de certains personnages, notamment Rock, qui disparaît, donc on pense, bon bah il est mort, ah bah il revient, ah bah là il est mort, bon bah là il revient, mais bon bah là il est remort, là cette fois c'est sûr, et bah non il revient, il y a un côté bizarre avec Terminator, ça. lui, oui, Bah il ressemble plus à un robot. Oui, pas faux. C'est pas faux. D'ailleurs, il fait très Astro Boy presque. Disons qu'un truc qui m'a fait sortir direct de la narration, tu vois, tu parles de Tima, ça m'y fait penser, c'est que dans une discussion à un moment donné où ils sont en train de discuter, il y a des robots au milieu, ils essayent de négocier, le gamin, il a Tima avec lui depuis peu de temps, et c'est limite s'il la prend pas à témoin pour un truc en l'appelant par son prénom, Tima, et 20 minutes après, il apprend son prénom. Dans une scène qui... Ah, ça me parle pas, donc moi, ça m'a... Il faudrait vérifier parce que ça m'a pas choqué. Ça me semble bizarre, honnêtement. Peut-être qu'il y a eu un truc que t'as du mal... Dans la VF, ça, en tout cas, moi, je l'ai eu comme ça. Moi, je l'ai pas ressenti puisque j'étais en VO. Moi, ça me dit rien. C'est comme la 3D, ça. En VO, ça passe mieux. Possible. Enfin, en tout cas, voilà. Mais puis, bon, bah, le détective qui sait rien, mais qui finalement sait tout. Des ellipses, de changement de lieu. Tu comprends pas trop comment ça intervient. Enfin, j'ai absolument jamais réussi à suivre. Jamais. D'accord. Mais jamais. Ce qu'ils appellent jamais. Mais rien. Je comprends rien. Il y a un petit moment où il y a une ellipse dans l'histoire en plus. Donc il y a un moment où après le passage dans les escaliers là et que après la bataille là, il y a un moment où on voit l'inspecteur Shunsakuban là le moustachu dans un bar et on revient après en arrière. Parce qu'on retourne voir Rock qui fait des trucs et après on découvre en fait il y a une boucle qui se fait et en fait on comprend qu'on a vu une scène qui s'était passée un peu après. Alors du coup on comprend pas. Donc là, on comprend qu'on n'a pas compris. Si bah en fait quand tu vois le film tu le captes tout de suite mais il faut avoir voilà. Mais je me souviens que j'ai vu le film 2 fois là du coup pour l'occasion en quelques jours. Le premier visionnage j'ai vu le film et j'étais avec un de mes colocs et du coup il me fait juste ceci me disant ah mais oui c'est vrai je me souviens de cette séquence elle se passe après enfin là on est en train de voir un truc qui s'est passé avant et tout.
Et je fais mais pas du tout, j'ai rien. Qu'est-ce que tu racontes quoi? Et après j'ai revu le film une seconde fois et j'ai vérifié et si il avait raison. Alors ce truc-là m'a potentiellement échappé. C'est la séquence dans le bar billard là. Moi il rentre dans une pièce et il casse la gueule à Rock justement pour récupérer Tima parce que oui il est dans un bar. Il entend que Rock passe donc il se met à le suivre dans la rue. Et là on a une séquence qui en fait est un flashback où Rock va récupérer Tima dans le château et grâce à la servante vient voir voilà, il l'emmène, il la récupère et c'est à ce moment-là en fait du coup là ça fait la boucle avec Rock parce que du coup l'inspecteur a suivi Rock jusque dans un bar miteux ou abandonné où Rock avait récupéré Tima, il voulait lui ouvrir le crâne là. Oui, d'accord. Voilà. Oui. Et en fait on a suivi la filature. Et ensuite on comprend pourquoi qu'est-ce qui s'est passé entre les deux et voilà. Mais donc une fois encore on comprend qu'on n'a pas compris. Alors là c'est là où je me rends compte que le film m'a vraiment pas emmené. Parce que bon je veux bien que j'en vois beaucoup des films, que j'ai dû sûrement en voir une dizaine depuis que je l'ai vu, parce que je l'ai vu il y a 10 jours maintenant, 10-12 jours. Il y a des trucs que tu viens de raconter, je ne m'en rappelle pas. Oui, alors c'est significatif. J'ai vu si au bout de moins de 15 jours, je ne m'en rappelle pas, là putain, autant dire dans un mois il me reste rien. Alors pour être sincère, pour être sincère, pour moi c'est normal parce que tu vois par exemple Gattaca je l'ai vu il y a 2 semaines et le tien Strange Days j'ai dû le voir il y a 5 jours. Il y a des séquences j'ai rien dit mais il y a des trucs que vous avez dit que je me souviens plus. D'accord. C'est tout le problème messieurs de votre consommation de films qui est un problème sans être un problème. C'est-à-dire que vous faites tellement que des fois. Moi il y a des films que j'ai vus il y a 6 mois, je peux te garantir que je m'en souviens très bien. Ça dépend des films. Ça dépend des films. Ça n'a rien à voir avec la quantité de films que je regarde. Oui. Ça n'a rien à voir avec la quantité de films que je regarde. Non, c'est juste que celui-là m'a vraiment pas emmené et que au bout de 10 jours, je me rends compte que j'ai déjà des gros trous. Pour revenir au flashback, moi je l'avais pas du tout. C'est un détail, Oula, c'est vraiment un détail. Oui, non, mais je suis d'accord, mais c'est là où, tu vois, on soulève quand même un problème de lisibilité du scénar. C'est-à-dire que si, au premier visionnage, t'es pas capable de te dire, c'est un retour en arrière, c'est un flashback, bah, il y a un problème pour moi. Il y a un problème de lecture et d'écriture. Bah d'écriture du coup. De lecture aussi forcément parce que si déjà il y a sûrement plein de gens qui le voient ce flashback effectivement. Voilà, moi alors je sais pas de quoi on parle le flashback là je l'ai pas non, je me rappelle pas de la scène du bar donc autant te dire que mais c'est voilà enfin c'est c'est compliqué mais du coup ça fait que me conforter dans le fait que le film désolé Quentin c'est vraiment pas ça n'ôte rien aux qualités qu'il a et à ce que tu en penses loin de là mais c'est une preuve qu'il m'a vraiment pas emmené quoi. Enfin c'était pas le jour, je sais pas mais tant pis. Bon la prochaine fois je prends un truc qui va plaire à tout le monde. C'est pas grave. Non, c'est pas le but c'est justement. Pas méchant, mais ça a aucune importance. Le côté challenge c'est assez plaisant dans l'histoire mais Non puis enfin au moins esthétiquement on s'en est pris un peu plein les mirettes déjà. Et sans toi peut-être qu'on n'y serait pas allé ou peut-être pas tout de suite. Mais non, c'est ça. Puis moi, l'animation, je suis content que tu proposes de l'animation quand même régulièrement parce que moi, j'y vais moins spontanément que toi, quoi. J'en regarde. Mais j'y vais moins spontanément. C'est vrai que plus de 50, je pense qu'on est pas loin du 50-50 sur les films que tu choisis, animation et live. Peut-être pas loin. Peut-être pas, mais un tiers, 2 tiers. Au moins un tiers, ouais. Au moins un tiers. Ouais. Mais j'aime beaucoup l'animation, puis c'est un genre qui me parle bien, et puis vous en avez eu assez peu, donc ça me permet aussi de vous faire découvrir des choses. Et c'est des films que j'aime bien faire découvrir. Bertrand et moi, on a vu assez peu, tout simplement. Dans l'idée, le truc reste positif parce que c'est une découverte. Évidemment, vraiment que c'est positif. Mais moi, voir un film, c'est positif en soi. Faut pas. Oui, ça marche pas, oui. Et ça a pas fonctionné. Bon, tant pis pour moi, j'imagine. Oui, après, ça permet aussi de le faire découvrir aux gens, s'il y a certains qui ne le connaissent pas, ou voilà. Puis aussi, j'ai pu, en faisant quelques recherches, j'ai pu me rendre compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'analyses sur le film de fait. Alors, je dis pas que mon analyse est extrêmement pertinente et en profondeur et tout, je pense que voilà. Mais l'analyse, c'est tout ce que t'as balancé dessus. T'as quand même balancé de l'info, la contextualisation. Oui, voilà. Si tu dis qu'il n'y a pas grand chose sur le film, désormais, sur YouTube, il y a la Horde Sauvage avec Quentin qui propose quelque chose de très complet. Je suis pas le seul. N'écoutez pas les autres, n'écoutez que Quentin. Je suis pas le seul, mais on n'est pas nombreux, donc un de plus, c'est toujours plaisir. Non, c'est cool. Déjà ça, c'est très bien en soi. Et du coup, pour info, je ne regrette pas ce film-là. On a fait une avancée. Pour ceux qui nous écoutent pas souvent, c'est un running gag que souvent c'est un private joke de la en vrai, t'as bien fait de le garder. Oui. Mais j'ai quand même cité ceux avec lesquels j'ai hésité. Évidemment. Oui, toujours. Eh ben, je pense qu'on peut clôturer ce podcast thématique sur
J'ai perdu le mot. Les films d'anticipation. Les films d'anticipation, merci les gars. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez le liker, donner vos avis dans les commentaires et pour rien manquer, vous abonner. On se retrouve dans 3 semaines pour un autre podcast thématique. Et ce sera un thème de Bertrand cette fois. Exactement. Voilà. Pas choisi. Pas choisi. Bah techniquement choisi, mais pas arrêté quant au titre. Mais on annonce le thème. On n'a pas les films, mais on peut annoncer le thème. On peut annoncer le thème. Il s'agira de parler du contre-emploi au cinéma. Voilà. Ok. Merci Bertrand. Et merci de nous avoir écoutés à tous. Voilà. Oui. Sur ce, on va vous faire des bisous et vous dire à dans 3 semaines. Des bisous. Salut. Des bisous. Bonsoir. Un petit mot de la part de toute la bande, du coup, de la bande de la Horde Sauvage, pour remercier notre partenaire, les CGR de Châteauroux. Et puis, avec qui je présente régulièrement des films dans le cadre des plans cultes, séries de films autour d'un même thème, tous les 2 mois, grosso modo, il y a un cycle au CGR. Je présente donc régulièrement un film. Et puis également, j'interviens sur Radio Balistique, format respecté, l'émission consacrée au cinéma avec Antoine Royer. Voilà, c'est entre guillemets les partenaires de la Horde Sauvage. N'hésitez pas à aller jeter une oreille ou à venir nous voir. Je suis parfois accompagné de certains membres de l'équipe d'ailleurs au CGR qui sont présents dans la salle. Ça peut être l'occasion d'échanger. Donc voilà, on n'oublie pas tous ces supports là en parallèle de la Horde Sauvage.